sens les vagues te frôler. Tu te réveilles et tu vois que tu es un géant debout dans la mer. Une quantité impressionnante d'eau ruisselle sur toi comme de la pluie. Tu es bien plus grand que la Statue de la Liberté. Tu regardes tes mains et les compares au petit stand de hot-dog en dessous de toi. Tu le ramasses et le places dans la paume de ta main avant de l'écraser par accident. Soudain, tu sens une légère piqûre sur la cheville. Tu regardes en bas et vois que certaines personnes tentent de te repousser, tandis que d'autres s'enfuient de peur. Certains prennent des photos de toi ou te crient de partir. Tu fais un pas vers la route principale et écrases une voiture vide. Les gens en dessous de toi se dispersent comme des fourmis. Tu avances un peu et tu remarques qu'il y a un grand mur qui entoure le reste de la ville. Tu continues ton chemin en écrasant tout ce qui se trouve en dessous de toi. Tu vois d'autres géants se dresser dans la mer et marcher vers la côte. Quelque chose semble tous vous attirer. De nombreuses personnes se tiennent sur les remparts et sonnent l'alarme, prêtes à défendre la ville, et d'autres évacuent et se cachent dans de petits trous. Tu remarques que certains géants ont des caractéristiques étranges, ou des membres disproportionnés. Certains marchent à quatre pattes, et d'autres ont les bras si longs qu'ils peuvent atteindre n'importe quoi. Tu manques de marcher accidentellement sur quelqu'un. Cette femme reste immobile, tu la prends dans tes bras et la montes au niveau de tes yeux. Vous vous regardez, tu la mets sur ton épaule tandis que les autres géants te dépassent en te bousculant. Ils franchissent les remparts sans difficulté et détruisent la cité. Sans comprendre pourquoi, tu sors de cette transe qui t'attirait vers la ville. Tu fais demi-tour et retournes vers la mer, la femme toujours sur ton épaule. Tu te diriges vers le large. La femme crie et ne sait pas quoi faire. Tu la déposes sur une petite île et la regardes fixement. Elle ne peut plus voir le soleil car ta tête le cache. Tu la laisses tranquille un moment afin de te prélasser au soleil et essayer de comprendre ce que tu fais là et pourquoi tu as voulu sauver cette femme. La nuit tombe, tu as sommeil. La femme s'endort sous un arbre. Tu restes immobile tandis que les vagues te bercent d'avant en arrière. Elles deviennent soudain plus fortes et tu sens quelque chose bouger sous l'eau. Tu regardes autour de toi, mais il fait trop sombre pour voir ce qui se passe. Tu ramasses vite la femme et la remets sur ton épaule. Elle se réveille. Tu vois les géants avancer vers toi en hurlant. Ils semblent te vouloir du mal. Tu fuis aussi vite que l'eau te le permet. Tu croises un cargo et le pousses sur le côté avec précaution pour ne pas l'endommager. Mais les géants qui te poursuivent ne semblent pas s'en soucier et le détruisent en essayant de t'attraper. Tu atteins une autre côte et commences à sortir de l'eau. Tu es dans une autre ville qui a déjà été rasée par les géants. Les immeubles sont en ruine et leurs débris sont éparpillés comme des miettes de pain. Au loin, tu peux voir d'autres géants se réveiller sur la plage. Ils semblent sentir l'humaine sur ton épaule et se mettent également à vous poursuivre. Ils ont eux aussi une apparence étrange. Il n'y a aucun endroit où vous cacher ici, alors tu te diriges vers les montagnes. Tu te retrouves dans une vallée près d'une grande chute d'eau. Tu remarques alors que ta peau commence à changer de couleur et tu te fonds dans le décor. Chaque géant semble avoir un pouvoir unique et le tien est visiblement le camouflage. La femme s'est endormie. Tu commences à ressentir de la sympathie pour elle, comme si c'était une sorte d'animal de compagnie. Tu n'es pas comme les autres géants. Tu n'as pas envie de détruire, mais plutôt d'aider les humains. Tu entends des géants marcher au loin. Tu jettes un coup d'œil et tu vois de nouveaux géants qui sont 3 fois plus grands que toi. Ils sont à ta recherche et ils se rapprochent. Tu fais accidentellement du bruit et ils te repèrent. Ils se mettent à courir vers toi. Tu te lèves et tu t'enfuis en courant sur un terrain accidenté. D'autres géants sautent devant toi, tandis que ceux qui te poursuivent se tiennent juste derrière toi. Tu te retrouves entouré de 5 géants qui sont tous 3 fois plus grands que toi. Tu déposes la femme dans un endroit sûr et tu te prépares au combat. Ils tentent de t'attaquer de tous les côtés, mais tu les esquives. Le plus grand tend la main vers toi et tente de t'attraper, mais tu t'échappes. Tu continues de bouger et évites toutes leurs mains. Tu vois une falaise abrupte et tu décides de t'en approcher. Tu te places dos à la falaise tandis qu'ils se rapprochent. Ils te sautent alors dessus, mais tu te baisses. Et ils tombent presque tous dans l'océan.
Le plus gros est toujours là face à toi. Un contre un, tu n'as aucune chance contre lui. Tu vois alors la femme qui tente de s'enfuir avec un groupe de géants à ses trousses. La couleur de ta peau change et tu te glisses entre les jambes du géant alpha afin de rejoindre la femme. L'alpha n'est pas aussi rapide que toi, donc tu peux facilement le distancer. Mais les autres géants sont sur le point de rattraper la femme. Tu sautes devant eux et l'attrapes de justesse. Les géants semblent surpris et en colère que tu l'aies sauvé. Tous les géants sont maintenant au courant de ton existence et veulent t'attraper. Quelques jours plus tard, ils ne semblent plus te suivre. Tu es maintenant au milieu du désert. La femme est toujours sur ton épaule. Elle s'est construit un petit abri où elle peut dormir sans être dérangée. Tu fais de ton mieux pour sortir du désert sans que personne ne vous repère. Tu es épuisé et mort de soif. Tu arrives à peine à traîner tes pieds dans le sable. Tu t'assieds, essayant de garder la tête haute, mais le soleil est trop intense. Tu transpires beaucoup et ta sueur dégouline sur la femme. Elle essaie de te parler, mais tu ne comprends pas ce qu'elle dit. Tu es trop faible, tu ne bouges plus. Il est midi, le soleil est au zénith. Tu fais de l'ombre à la femme avec ta main pour la protéger du soleil brûlant. La journée passe et la nuit tombe. Tu as passé toute la journée au soleil et tu te retrouves dans le froid glacial du désert. Tu prends la femme dans tes mains et crées un dôme de chaleur pour la protéger du vent froid. Il fait tout noir et tu ne sais pas où aller. Tu continues à errer, il y a des dunes de sable partout où tu vas. Il fait de nouveau jour. Tu vois alors une immense empreinte de pas de géant. On dirait qu'il est encore plus grand que l'énorme géant près de la falaise. Tu t'enfuis aussi vite que tu peux, mais il n'y a nulle part où se cacher. Soudain, tu le vois immobile. Il surpasse tous les autres géants que tu as déjà rencontrés. Il dort et se nourrit de l'énergie du soleil. Certains géants se sont habitués à différents climats et terrains. Celui-ci est grand et il peut presque atteindre le soleil pour en obtenir plus de lumière. Tu le contournes sur la pointe des pieds en t'assurant de ne pas le réveiller, mais il peut te sentir. Il commence alors à te poursuivre jusqu'à ce que tu atteignes l'océan. Il n'aime pas l'eau, alors il reste sur la berge à hurler pendant que tu t'éloignes à la nage. Le requin-marteau est doté d'une stupéfiante vision à 360 degrés que l'on appelle binoculaire. Les yeux de cette créature sont inclinés vers l'avant et son champ de vision se dédouble donc. On le surnomme Wobegong en Australie, ce qui signifie barbe hirsute dans une langue aborigène. Tu verras, il faut un seul coup d'œil pour comprendre pourquoi elles ont choisi ce nom pour désigner cet habitant de la mer. Le Trigononiatus cabeyai sait comment créer sa propre lumière dans les eaux profondes et sombres de l'océan. Cet animal a des dents en forme d'aiguille et des mâchoires extensibles, ce qui lui permet de se nourrir de proies 2 fois plus grandes que lui. À première vue, toutes ces créatures n'ont rien en commun, mais en réalité, ce sont toutes des requins. Il existe plus de 500 espèces de requins dans le monde, et beaucoup d'entre eux n'ont absolument pas l'air d'avoir quoi que ce soit en commun. Et pourtant, les requins sont les prédateurs les plus redoutables de l'océan, et ils existent depuis 400 millions d'années. Ils se sont adaptés à toutes sortes de conditions difficiles. Aujourd'hui, certains d'entre eux peuvent vivre en eau douce, dans les rivières et les lacs. La taille de ces créatures varie de la taille d'une main humaine à celle d'un requin-baleine de 12 mètres de long. La plupart des gens se sentiraient probablement plus soulagés s'il n'y avait pas de requins cachés dans les profondeurs de l'océan. Mais peu d'entre eux savent que la disparition des requins se traduirait aussi par un désastre pour notre planète. Imagine-toi te réveiller dans un monde sans ces super prédateurs. Si tu es un surfeur, tu n'aurais plus besoin de scruter les eaux à la recherche de cet infâme aileron triangulaire caractéristique des requins. Si tu es un habitué de la plage, tu n'auras pas à être tout le temps sur tes gardes, prêt à sprinter vers la rive dès que tu entends le sifflet d'un maître nageur. Les réalisateurs de films seraient perdus car ils devraient partir à la recherche d'un nouveau méchant. Mais la vérité, c'est que les requins ne sont pas aussi mauvais qu'on l'imagine. Ce ne sont pas tous de grandes créatures en forme de torpille avec des dents aiguisées. Par exemple, le requin pèlerin a de toutes petites dents et il ne les utilise même pas pour se nourrir. Les dents du requin dormeur cornu ressemblent à des molaires et aident l'animal à écraser ses proies qui ont des carapaces dures. Et comment une minuscule roussette des profondeurs de 20 cm de long peut-elle te faire du mal ?
Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'homme n'est pas le repas préféré des requins. En général, ils nous confondent avec des dauphins et des phoques de taille similaire. La plupart des espèces de requins préfèrent les poissons, les calamars et les palourdes. En y pensant bien, moi aussi. Du calamar. Certains sont des filtreurs, cela signifie qu'ils obtiennent leur nourriture en filtrant l'eau de mer par leurs branchies ou leur bouche. Bref, revenons au monde sans requins. Les grandes espèces de requins sont au sommet de la chaîne alimentaire de l'océan. Ils chassent des poissons plus petits, par exemple le thon. Ces derniers, à leur tour, mangent les habitants de la mer encore plus petits, principalement des espèces qui se nourrissent au fond de l'eau et qui vivent d'algues. Si les requins disparaissent, toute la chaîne alimentaire serait perturbée. Sans les requins pour contrôler la population de poissons, les plus petits mangeurs d'algues seraient rapidement engloutis par les prédateurs. Il n'y aurait plus de poissons des bas-fonds et les algues pousseraient à l'état sauvage. Avec les bactéries, elles se déplaceraient vers les récifs coralliens. Les coraux ne seraient plus capables de faire la photosynthèse, la lumière du soleil qu'ils utilisent pour obtenir des nutriments de l'eau et le dioxyde de carbone n'arriverait plus jusqu'à eux. Les récifs disparaîtraient, laissant derrière eux des squelettes qui se transformeraient plus tard en calcaire. Cela entraînerait l'extinction de nombreuses espèces marines. Les algues obstrueraient également les branchies des poissons et pollueraient l'eau et les fruits de mer. Les restes de requins sont une source de nourriture importante pour de nombreux habitants de la mer, par exemple les orques, les autres requins et même les poulpes. Sans ces restes, ces espèces seraient menacées par la famine. Parlons maintenant des requins-tigres. Ils vivent dans les prairies sous-marines et empêchent les tortues de trop manger dans la même zone. Si les requins n'étaient pas à l'affût, toute cette végétation sous-marine disparaîtrait en un rien de temps. Et cela poserait un énorme problème. Les scientifiques affirment que 50 à 80% de l'oxygène de la Terre est produit dans l'océan par le plancton. On parle des algues, des plantes sous-marines et de certaines sortes de bactéries. Normalement, les requins se nourrissent de poissons qui engloutissent le plancton et c'est ce dernier qui produit de l'oxygène. Plus de requins et il pourrait y avoir une grave pénurie d'oxygène dans le monde. Les petits poissons prospéreraient, certes, mais seulement au début. S'il n'y avait pas de requins, les poissons blessés et malades, leur proie la plus commune, déséquilibreraient les bancs dans lesquels ils vivent. Cela provoquerait le chaos. De plus, les poissons laissés sans contrôle mangeraient tout ce qu'ils trouvent. Petites crevettes, plancton et autres micro-organismes. Bientôt, tout cela disparaîtrait et les poissons finiraient par mourir de faim. Cela affecterait non seulement l'écosystème mondial, mais aussi l'économie, car cela s'est déjà produit en Caroline du Nord. À cause de la surpêche des grands requins blancs, la population de raies s'est multipliée. Des centaines de raies affamées ont alors mangé tous les pétoncles de la baie et la pêche locale a dû être fermée. Lorsqu'il n'y a plus de coquilles Saint-Jacques, les raies sont passées à d'autres créatures marines avec une coquille. La disparition des requins nuirait également à l'écotourisme. Par exemple, aux Bahamas, un seul requin gris de récif rapporte environ 250 000 $ au cours de sa vie. Les plongeurs paient en effet cette somme pour voir la créature dans son environnement naturel. Un seul requin-baleine vivant rapporte 2 millions de $ au Belize au cours de sa vie. De plus, s'il n'y avait pas de requins, on ne saurait jamais à quel point ces créatures sont incroyables. Regarde par toi-même. Les requins n'ont pas d'os, leur squelette est fait de cartilage, tout comme certaines parties de tes oreilles et de ton nez. Le cartilage est bien plus léger que les vrais os. De plus, le foie des requins est rempli d'huile. C'est ce qui les aide à tellement flotter. De loin, la peau des requins peut avoir l'air aussi lisse que celle des dauphins. Mais en réalité, elle ressemble à du papier de verre. Elle est constituée de minuscules écailles en forme de dents. Elles pointent vers la queue et réduisent les frottements de l'eau lorsque les requins nagent. Même si les requins n'ont pas d'os, leur corps peut se fossiliser. En vieillissant, ces prédateurs emmagasinent du calcium dans leur squelette pour devenir plus forts. C'est pourquoi les mâchoires de requins vieilles d'1 million d'années sont aussi lourdes et solides que les os. Les requins ont de petites taches noires près de leurs yeux, de leur nez et de leur bouche. Elles permettent à ces animaux de ressentir les champs électromagnétiques et les changements de température dans l'océan. La plupart des espèces de requins ont une vision nocturne étonnante. Ce qui est encore mieux, ils peuvent voir les couleurs. Ils possèdent un tissu réfléchissant spécial à l'arrière de leurs yeux qui les aide à voir parfaitement avec peu de lumière. Tu peux connaître l'âge d'un requin en comptant les anneaux de ses vertèbres. Chaque vertèbre possède des paires d'anneaux semi-transparentes et d'autres qui ne sont pas transparentes. Si une vertèbre possède 10 paires d'anneaux, le requin a 10 ans. Ce genre de compte n'est pas toujours 100% correct, mais c'est tout de même une bonne indication. La morsure du grand requin blanc n'est pas une plaisanterie. Une créature de 6 mètres de long peut produire une force de plus de 281 kg par centimètre carré. Cela signifie que les mâchoires de ce poisson sont 4 fois plus puissantes que celles d'un lion ou d'un tigre.
Et toi, avec ta force de morsure de 10 à 14 kg par centimètre carré, tu n'es carrément pas dans la course. Les requins peuvent chauffer leurs yeux grâce à une rétine spéciale. Cela leur permet d'avoir une meilleure résolution de tout ce qu'ils voient autour d'eux et de détecter leur proie. Certaines espèces de requins de fond, par exemple les requins nourrices ou anges, ont une ouverture spéciale derrière les yeux. Elle fournit de l'oxygène directement à leur cerveau et à leurs yeux. Les requins utilisent cet organe lorsqu'ils se reposent au fond de la mer ou lorsqu'ils mangent. Mais la plupart des espèces de requins doivent nager tout le temps pour pomper de l'eau sur leurs branchies. Les requins vivent dans tous les océans de la planète, mais plusieurs espèces se sentent bien en eau douce. Par exemple, on peut trouver des requins taureaux dans les rivières tropicales. Ils se sont adaptés et peuvent désormais vivre aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Et les requins de rivière, fidèles à leur nom, nagent dans les fleuves de Nouvelle-Guinée, d'Australie et d'Asie du Sud. Le nombre de dents peut varier d'une espèce à l'autre, mais la plupart des requins ont plus de 15 rangées dans chaque mâchoire. Une ligne après l'autre, elles passent des plus grandes et des plus fonctionnelles à l'avant, aux plus petites et aux moins puissantes à l'arrière. Un requin peut avoir jusqu'à 35 000 dents résistantes aux caries au cours d'une vie. Toi, en tant qu'humain, tu ne peux bouger que la mâchoire inférieure. Mais un requin, lui, peut déplacer ses deux mâchoires, supérieure et inférieure. Cela permet à la créature d'avoir une meilleure prise pendant la chasse. Non seulement les requins sentent extrêmement bien les choses, mais en plus, leur ouïe est aussi excellente. Ils peuvent repérer leur proie à une distance de 914 mètres, car ils entendent des sons de basse fréquence. Pour te donner une idée, ces prédateurs sont capables de reconnaître les doigts dans le nez, le bruit émis par les tissus musculaires qui se contractent d'un poisson. Pas mal! Les requins sont des espèces qui ont une croissance lente et ils ne se reproduisent pas souvent. Cela les rend extrêmement vulnérables. Les gens ont intérêt à protéger ces créatures plutôt que de les craindre. Oh, et enfin, quand tu vas jouer au poker dans un casino, méfie-toi d'une autre espèce de requin, celui qui joue aux cartes. Si tu ne fais pas attention, il te prendra tout ton argent. Lundi matin, le réveil sonne joyeusement et tu te souviens vaguement que tu as déjà appuyé sur le bouton snooze. Peut-être même plusieurs fois. Tu forces tes yeux à s'ouvrir un peu et regardes le réveil à travers la brume. 5h30. 5h30, tu sautes du lit. Le sommeil disparaît de ton cerveau grâce à une décharge électrique. Ton travail commence à 9h et tu es sûr que tu es déjà en retard. Mais tu peux encore arriver avant le déjeuner si tu te dépêches. Les enfants dorment encore bien sûr, tous les 6. Tu cours partout dans la maison, mais en essayant de faire le moins de bruit possible. Tu mets les premiers vêtements que tu sors de ton armoire. Pendant que tu noues ta cravate, tu prends une grande respiration et tu sors de l'appartement. Sur le palier de l'ascenseur, il y a déjà une foule de gens qui dorment encore. Même 8 cabines sont loin de suffire pour accueillir tout le monde le matin. Tu prends ta place au bout de la file et attends. 2 ascenseurs arrivent, déjà à moitié pleins, et accueillent environ un quart des personnes sur le palier. Il te faut encore une dizaine de minutes pour t'entasser dans une cabine et commencer à descendre depuis le 42e étage. Tu te sens mal pour ceux qui vivent en dessous. Ils doivent attendre encore plus longtemps. Il est 6h du matin lorsque tu quittes ton immeuble et que tu rejoins la foule qui se presse à l'extérieur. Comme d'habitude, à cette heure de la journée, il y a un énorme embouteillage pas très loin de chez toi. La foule des piétons est trop importante. Il faut donc marcher lentement. Dans 1 heure environ, tu arrives au métro et tu fais la queue pour entrer. Il te faudra encore 40 minutes environ. C'est toujours plus rapide que de marcher jusqu'au bureau ou de conduire. Sous terre, il faut attendre son tour pour monter dans le train. Ils arrivent toutes les 5 minutes, mais il y a tellement de monde que même en s'entassant, ça ne sert à rien. Tu parviens à monter au bout de 20 minutes et l'ourlet de ta veste reste coincé dans les portes. Tu te tiens à plat ventre contre les portes, écrasé par la pression des gens. À l'arrêt suivant, tu dois descendre du train pour laisser sortir les autres. Mais quand tu essaies de revenir, tu es repoussé par la foule qui attend de monter. Et tu perds ta place. Sérieux ? Les portes se ferment et tu attends encore 5 minutes, poussé de tous côtés par des gens anxieux. Lorsque le train arrive, tu joues des coudes pour entrer à l'intérieur. C'est parti ! Tu te prépares pour un long voyage. Une épreuve similaire t'attend pour les suivants 4 arrêts. Quand tu arrives enfin à ta station, tu es déjà épuisé. Il est 9h20, tu es en retard comme prévu et il te reste encore du chemin à parcourir.
La foule des retardataires comme toi est encore plus nombreuse dans le centre-ville, alors tu prends une grande respiration et tu te plonges dedans. Les gens prennent des chemins différents, donc il faut se frayer un chemin, ce qui rend la progression assez pénible. Si les rues n'étaient pas aussi encombrées, il ne te faudrait pas plus de 15 minutes pour te rendre sur place. Mais dans ce désordre, tu passes 1 heure entière à te battre. Enfin, à 10h30, tu es devant l'entrée de ton immeuble, Demos Inc. Bien que ce soit l'un des plus grands immeubles de bureaux de la ville, il y a aussi une file d'attente pour utiliser les 6 ascenseurs. Tu prends ton mal en patience et tu te prépares à attendre encore une demi-heure pour arriver à ton étage. Waouh! Tu es enfin dans la cabine. Quel soulagement! Tu appuies sur le bouton qui dit 33 et tu attends. Encore une fois. Il est 11h03, tu es réveillé depuis près de 6 heures et pourtant tu viens à peine d'arriver sur ton lieu de travail. Tes collègues fusent partout comme des fourmis et tu te diriges avec précaution vers ton espace. Au moins, tu es près d'une fenêtre et tu as une vue imprenable sur la ville. Tu regardes dehors et tu vois une image qui t'est familière. Des rangées de gratte-ciel bien alignés, la plupart servent d'immeubles d'habitation combinés avec des bureaux. Cela fait plus de 50 ans que l'anomalie a commencé. Personne ne sait exactement à quel moment, mais les gens ont commencé à avoir des quadruplés et même des quintuplés, beaucoup plus souvent que d'habitude. Et bizarrement, cela ne semblait toucher que cette ville et ses banlieues. Au cours de la première décennie, certains ont décidé que c'était quelque chose dans l'air ou dans l'eau de la ville et ont déménagé dans d'autres endroits. Mais il s'est avéré que tous ceux qui étaient nés ici étaient déjà contaminés. Même ceux qui ont déménagé dans d'autres pays par la suite ont déclaré avoir eu jusqu'à 10 enfants en même temps. Et tout le monde ne voulait pas ou ne pouvait pas quitter la ville. Alors, il fallait faire quelque chose. C'est ainsi qu'est apparu Demos Incorporated. Sa mission était à la fois d'aider la ville à s'adapter aux nouvelles circonstances et d'étudier la cause de cette anomalie de naissance. Et les mesures prises ont été drastiques mais efficaces. Tout d'abord, la société a investi dans le développement immobilier. Pour les grandes familles qui avaient besoin de plus d'espace pour vivre confortablement, de nouveaux immeubles ont été construits avec plus de pièces et des intérieurs plus spacieux dans l'ensemble. Les gens ont commencé à recevoir des propositions pour vendre leurs anciens appartements et maisons au profit de ces nouveaux lieux de vie, et la plupart ont accepté avec plaisir. Mais il y avait aussi un inconvénient. Ceux qui ne voulaient pas déménager se sont vite retrouvés entourés d'immenses chantiers de construction. Finalement, ils n'ont pas pu supporter le bruit et la poussière et ont accepté de vendre leur logement. Toute la ville a commencé à se transformer. Les vieux bâtiments ont été démolis pour faire place à de nouveaux plus grands et plus hauts. Les routes ont été élargies pour permettre au transport de circuler plus librement. De nouvelles entreprises ont été ouvertes pour donner des emplois et des services à des milliers de nouveaux citoyens. Mais cela n'a pas suffi. La croissance démographique a été plus rapide que le développement des villes. Des milliers de personnes sont parties, mais des millions sont restées. L'initiative visant à limiter les naissances a été l'objet d'énormes protestations et les citoyens l'ont rejetée. En conséquence, même avec des centaines de gratte-ciel, la ville est encore terriblement surpeuplée. Sa superficie a augmenté énormément depuis le début de l'anomalie et elle est maintenant la plus grande ville du monde, non seulement par sa population, mais aussi par sa superficie. Les conditions de travail se sont aussi détériorées. De plus en plus de gens cherchent des emplois qui peuvent être exercés depuis chez eux à cause d'immenses embouteillages. Certains ont trouvé du travail dans leur propre immeuble ou dans les immeubles voisins. D'autres encore, comme toi, n'ont pas eu cette chance. Ils doivent se lever tôt le matin pour arriver à l'heure au travail. Ce n'est pas rare que le réveil soit réglé sur 4 heures du matin. À cette heure, il y a relativement peu de monde dans les rues. Naturellement, les nounous et le mentorat ont connu un essor tout au long de cette période. Comme chaque parent a maintenant au moins 4 enfants à élever, ils acceptent toute aide possible. Les personnes célibataires gagnent beaucoup d'argent en faisant du babysitting pour leurs voisins et en donnant des cours particuliers à leurs enfants en âge scolaire. Les écoles, d'ailleurs, ont été construites à un rythme étonnant, mais elles ne sont pas encore assez nombreuses pour accueillir tous les enfants. Les parents s'inscrivent des années à l'avance pour que leurs enfants puissent recevoir une éducation élémentaire.
Les lieux de détente ont également été durement touchés. De nombreux nouveaux restaurants, cinémas et parcs à thème ont été ouverts dans la ville et au-delà, mais réserver une table ou acheter un billet est devenu un jeu de hasard. La population de la ville ayant été multipliée par 10, tu dois planifier ton week-end au moins 2 semaines à l'avance. Et même aller à la campagne pour un pique-nique est une aventure en soi. Tu dois d'abord quitter la ville, puis trouver un endroit où il n'y aura pas des quantités de gens passionnés par la nature comme toi, et une fois que tu as terminé, c'est le retour à la maison. Normalement, les gens se préparent à passer au moins 2 jours à la campagne, car il faut 3 heures pour quitter la ville et 3 autres pour rentrer. Perdu dans tes pensées, tu ne remarques pas que ta collègue s'approche de toi et commence à te toucher l'épaule. Elle sourit, s'excuse et te montre un dossier qu'elle a dans la main. Elle suit ton regard, pose le dossier sur ta table et l'ouvre. À l'intérieur, tu vois des documents, mais tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Ta collègue te montre plusieurs paragraphes et tu dois les relire 3 fois avant de comprendre ce que tu as en face de toi. Il s'agit d'un ensemble de rapports provenant de plusieurs villes du pays. Il y a beaucoup de chiffres que tu comprends à peine, mais tous les documents ont une chose en commun. Ils se terminent par une demande d'ouverture d'une succursale de Demos Inc. dans leur ville respective. Tu comptes les rapports, 17. 17 nouvelles villes viennent de connaître le même baby-boom auquel vous essayez de faire face depuis un demi-siècle. Attention, monstre droit devant. Ce n'est pas la meilleure chose à voir écrite sur un vieux panneau en bois lorsque l'on vient de rentrer dans une forêt tropicale, n'est-ce pas ? Tu es un chasseur de trésors professionnel et un explorateur de la vie sauvage. En ce moment, des braconniers à l'air méchant te poursuivent. Mais ce ne sont que des amateurs. Tu pars à gauche, tu te caches, puis tu cours à nouveau. Ça marche à chaque fois. Mais pourquoi ces gars criaient-ils autant ? Retour aux choses sérieuses. Depuis plusieurs années, tu es à la recherche d'un coffre de pirate. À l'intérieur, un médaillon royal vieux de 300 ans. Et d'après cette vieille carte, le coffre se trouve quelque part ici, dans cette jungle. Des oiseaux qui gazouillent, des insectes affamés, des singes qui crient, mais surtout, personne de trop affamé, j'espère. Tu marches jusqu'à la rivière et tu te figes. Soudain, le silence total. Pas un bruit, sauf celui de la rivière. À ce moment-là, le silence est rompu. Quelque chose se faufile derrière toi, c'est sûr. Tu te retournes et tu vois le corps d'un long et gros serpent. Tu lèves lentement la tête, 2 énormes crocs pendent juste au-dessus de tes yeux. Et une longue langue fourchue te lèche doucement le nez. Au fond de la langue, il y a une bouche profonde et sombre qui ressemble à un trou noir. Tu y tiendrais sans problème. Tu fais un pas en arrière et tu trébuches sur un rocher. Tu tombes. Et c'est la dernière chose dont tu te souviens. Ensuite, le noir. On dirait que tu vas rester là un moment, le temps de découvrir quel est le monstre que tu viens de rencontrer. Je te présente Titanoboa. C'est le plus grand serpent qui ait jamais vécu sur Terre et le plus grand vertébré terrestre après les dinosaures. Il fait 13 mètres de long. C'est comme 7 adultes ou plus de la moitié d'un wagon de métro. Et il peut peser jusqu'à 1,5 tonnes. Tous les pythons et anacondas modernes sont des descendants de cet ancien reptile qui vivait il y a 60 millions d'années. Sauf celui-ci apparemment. Ce serpent n'est pas vraiment venimeux, mais il utilise ses longs crocs pour attraper de la nourriture. Et sa mâchoire est juste stupéfiante. Imagine une voiture vide écrasée par le pont de Brooklyn. C'est ce que l'on ressent quand on est le casse-croûte d'un titanoboa. Mais revenons à toi. Le titanoboa était sur le point de te regarder de plus près, mais tu es tombé et tu t'es évanoui. L'énorme serpent ne s'attendait pas à ce que son repas soit aussi copieux. Il renifle ton corps, le regarde de haut en bas. Tu n'es pas une menace, donc il n'a pas besoin de te serrer avant. Le serpent ouvre sa grande bouche et commence à avaler. Les serpents ont une mâchoire spéciale divisée en plusieurs parties. Elles sont reliées par des ligaments et des muscles. Les serpents peuvent donc ouvrir la gueule en grand, je veux dire grand. Mais aujourd'hui, Titanoboa n'a pas besoin de faire tant d'efforts. Gloops! Les titanoboas utilisent leurs énormes crocs pour faire passer la nourriture au fond de leur gorge. Pendant qu'il avale, le titanoboa aime utiliser sa salive pour enduire son repas de gras et le rendre plus glissant. Et donc, beaucoup plus facile à avaler. Peu à peu, tu disparais de la vue. À ce stade, tes vêtements sont trempés. Quelques minutes plus tard, tu as été englouti et le serpent a l'air vraiment plus gros. Et c'est à ce moment que tu te réveilles.
Mais au fait, comment pouvons-nous savoir ce qui se passe alors? Eh bien, un type en combinaison de protection intégrale a essayé de pénétrer dans un anaconda exprès. Le noir. Tu ouvres les yeux et tu prends une profonde respiration. Un liquide désagréable entre un peu dans ta bouche et tu tousses. Il est difficile de gratter ton nez qui te démange, car tu es coincé de tous les côtés. Oui, notre titanoboa a une gorge super musclée. Au début, tu paniques. Qu'est-ce qui s'est passé? Où es-tu? Tu cries, mais aucun bruit. Ça ne sent pas vraiment bon là-dedans, et c'est là que tu réalises où tu es. Tu ne peux plus voir la lumière du jour. Oh oh! Ensuite, tu ressens comme un étrange balancement d'un côté à l'autre. Le titanoboa est en mouvement. Un python peut digérer son déjeuner en quelques semaines. Tout dépend de la taille du repas. Ce titanoboa vient de manger une collation relativement petite qui ne devrait pas lui prendre plus de quelques heures. Mais il y a une bonne nouvelle. Comme tu n'es pas si grand que ça, tu as au moins un peu d'espace pour gigoter. Tu mets la main dans la poche de ton pantalon. Tes vêtements, tes mains sont trempés collants. Bien sûr, tout ce que tu avais d'autre avec toi est également mouillé. Ta carte, tes allumettes, ta barre de céréales. Signalons tout de même qu'il n'y a pas beaucoup d'air à l'intérieur de cet énorme serpent. Tu dois économiser ton oxygène. Enfin, tu sors ta lampe de poche étanche. Et oui, elle fonctionne encore. On dirait une petite pièce rouge sans porte ni fenêtre. Et soudain, cela te frappe. Ton téléphone. Tu arrives à le toucher. L'écran est fissuré, mais il fonctionne toujours. Mais tu n'as que 4% de batterie et il n'y a pas de signal. Tu penses à la fusée de signalisation attachée à ta cheville, celle que tu utilises pour éclairer une grotte sombre et tout ça, mais tu ne peux pas l'atteindre. Tu utilises toute ta force pour plier tes genoux, mais tu n'y arrives pas. Soudain, tu remarques que tu as arrêté de bouger. Les serpents aiment ramper vers un lieu de repos sûr après avoir mangé un gros repas. C'est alors qu'ils commencent à libérer plus d'enzymes pour l'aider à digérer son trophée. Tu as une chance d'atteindre la fusée, mais tu dois détendre tout ton corps. Tu arrêtes de bouger et tu commences à respirer lentement. Tu sens que les parois autour de toi commencent à se détendre aussi. Tu as 1 seconde pour te baisser et atteindre la fusée. Lorsque tu y parviens, ta main glisse le long de ta jambe, passe le genou, et oui, tu y es presque. Tu attrapes ta cheville, mais il n'y a rien. Elle a dû se détacher pendant que tu courais dans la forêt tropicale. Quelques heures passent. Tu es complètement au fond de l'estomac de Titanoboa. Les serpents ont des enzymes puissantes qui peuvent digérer toutes les parties d'un animal. Donc ils ne devraient pas avoir de problème pour en finir avec tes vêtements et tes chaussures. Tu touches ce qui t'entoure avec tes mains. Tu peux peut-être trouver quelque chose pour t'aider. Un os d'un repas précédent, n'importe quoi. Tes doigts frôlent quelque chose, un objet dur et rond. Tu arrives à mettre la torche dessus. Oh non, c'était pas vrai. C'est justement le médaillon royal que tu cherchais. Ce titanoboa doit être bien plus vieux que tu ne le pensais. Il a dû prendre un savoureux goûter de pirate il y a environ 300 ans. Comment ce serpent a-t-il pu survivre si longtemps? Un bon régime alimentaire, beaucoup d'exercices? Impossible de s'échapper de là. Tu décides d'écrire un dernier message sur ton téléphone en espérant que quelqu'un le trouvera quand tout cela sera terminé. Tu écris que tu aimes ta famille et que tu as vécu une vie heureuse et pleine d'aventures. Tu commences à pleurer, non pas par tristesse, enfin un peu, mais surtout parce que les enzymes te piquent les yeux. Voilà, c'est fait. Tu remets ton téléphone dans ta poche et tu serres bien le médaillon. Tu l'as trouvé, tu as quand même vraiment du bol en ce moment. Tu fermes les yeux et tu commences à te sentir un peu fatigué. Puis ton téléphone vibre. Quelqu'un t'a envoyé un SMS. Cela signifie que tu as enfin capté un signal. Tu appelles à l'aide et tu dis que tu as été avalé par un énorme serpent. Tu es sauvé, mais il ne te croit pas et raccroche. Encore un farceur. Tu rappelles, mais ta batterie est morte. Un instant plus tard, le serpent recommence à bouger. Tu entends des bruits étranges venant de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux sentir les muscles du serpent se tendre comme s'il se préparait à foncer. Quelques secondes passent, puis le serpent se détend soudainement. Tu entends des voix humaines, tu essaies de crier, mais tu es à l'intérieur du serpent, donc... Vlan! Une main humaine attrape ta tête, une autre main te saisit par l'épaule et commence à tirer. Quelqu'un est venu pour te sauver. Tu passes à travers la gorge de la bête et après quelques minutes, l'obscurité disparaît et la lumière du soleil frappe tes yeux. Tu es libre. Pourquoi avoir fui? On essayait de te prévenir. Waouh, ce type me dit quelque chose. C'est le gars qui te poursuivait tout à l'heure. Il s'avère que ce n'était pas un braconnier, c'était un guide local. Apparemment, les locaux sortent toujours les touristes perdus de l'estomac de Titanoboa.
Il donne généralement au serpent quelque chose pour le faire dormir, puis il tire. Tu embrasses tes sauveurs et tu les remercies pour leur aide. Tu ne retourneras jamais dans cette forêt tropicale, c'est sûr. Avertissement, monstre droit devant. Un sourire se dessine sur ton visage et tu tends la main vers ta poche pour sentir le doux médaillon d'or. Non, il a dû tomber. Ça veut dire qu'il est toujours coincé dans l'estomac du serpent. Tu regardes tes sauveteurs et tu leur demandes « Ça vous dérange si je retourne vite fait là-dedans ?» Imagine un mur d'eau de 10 étages avec un pic d'écume blanche s'écrasant sur le rivage. Voilà l'image que nous avons tous en tête quand nous pensons au tsunami. Mais est-elle conforme à la réalité ? Et si c'est le cas, pourquoi les surfeurs les plus téméraires ne s'aventurent-ils pas sur ces vagues ? Elles sont immenses et ne demandent qu'à être domptées. La peur des hauteurs ? La grande vitesse ? Parce qu'ils choisissent la vie ? Ils ne veulent pas être projetés contre un immeuble quand ce monstre s'écrasera sur le rivage et inondera les rues. Mais ne sont-ils pas censés être des casse-cou ? Ne serait-il pas génial de pouvoir, cheveux au vent, chevaucher ce tsunami jusqu'au 10e étage de ton immeuble et à ta chambre ? N'oublie pas de laisser la fenêtre ouverte avant de sortir. Non mais sérieusement, d'où vient cette idée qu'on pourrait surfer sur un tsunami ? Je sais, des films. De tous ces films catastrophes qui dépeignent les tsunamis comme des vagues colossales, où l'on coupe une belle vague dans un documentaire sur des surfeurs avant de la coller et de l'agrandir monstrueusement. Sans oublier ce joli filtre bleu-gris. Et voilà prête notre super production sur les tsunamis. Mais laissons ces réalisateurs à leur imprécision. En réalité, la différence entre un tsunami et une vague de surfeurs est aussi ridiculement énorme que cette vague hollywoodienne sur le point de s'abattre sur un gratte-ciel. Il est possible de surfer sur une très grosse vague, tant qu'il s'agit du bon type de vague, et elle peut même être plus importante qu'un tsunami. Les surfeurs les adorent, ces vagues, mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Alors, quelle est la différence entre ce bon type de vague et les tsunamis ? En surf, toute vague possède une face ou un mur, c'est l'endroit idéal que les surfeurs cherchent pour se lancer. C'est comme une bonne pente en snowboard. Seulement, tu n'es pas attaché à ta planche et il y a toujours une avalanche derrière toi. Et il peut aussi y avoir des requins juste sous tes pieds, n'attendant que ta chute pour ouvrir la gueule. Désolé, tout ça a l'air un peu effrayant. Mais tu verras, le surf c'est sympa. Moi, je regarde de loin, ok ? Les tsunamis ne sont pas du tout comme ça. Imagine-toi plutôt une marée gigantesque qui monte en quelques minutes. Oui, l'eau va probablement s'élever de 9, parfois de 18 mètres au-dessus de son niveau habituel. Mais elle ne le fera pas à la manière d'une vague avec cette face si recherchée des surfeurs. Ça ressemblera davantage à une colline d'eau en mouvement. Un peu comme une grosse boule de lave géante qui avance vers le rivage, mais bien plus rapide. Non, encore plus rapide. C'est plus terrifiant encore que l'idée qu'il puisse y avoir des requins, pas vrai ? Pour qu'une vague de surf normale apparaisse, tout ce qu'il faut, c'est que le vent souffle. Les tsunamis, par contre, sont dus à des événements relativement rares, comme les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sous-marines. Voilà en partie pourquoi leur force n'est pas comparable. Un tsunami n'est pas toujours plus gros qu'une vague normale, mais il est toujours beaucoup plus puissant. Du coup, son apparition est généralement synonyme de catastrophe. Quand un séisme sous-marin se produit, il génère une quantité incroyable d'énergie qui vient littéralement frapper l'eau. Et cette énergie, en se dirigeant vers le rivage, prend la forme d'un tsunami. La prochaine fois que tu feras la vaisselle et que tu auras envie de t'amuser, tu peux même créer ton propre mini-tsunami. Il suffit de plonger ta main sous l'eau et de la faire bouger de haut en bas, même très légèrement. Tu verras des ondulations à la surface. C'est ce qui se passe dans l'océan après un tremblement de terre, mais à une échelle beaucoup plus grande. Les tsunamis atteignent des vitesses phénoménales lorsque les fonds marins se mettent à bouger, jusqu'à 320 km/h. Ces vagues frappent donc le rivage à la vitesse d'une flèche. Voilà pourquoi je disais que tu surferais cheveux au vent sur cette vague vertigineuse. Mais non, en fait, elles n'atteignent pas ces vitesses au moment de s'écraser sur le rivage. Elles perdent beaucoup d'énergie à mesure que le fond de l'océan s'élève près de la côte, sans compter les obstacles sous-marins qui se trouvent sur leur chemin. Quand tu passeras à la fenêtre de ton appartement, tu n'iras plus qu'à 50 km/h. Mais elles ont beau ralentir, elles n'en deviennent pas moins énormes en s'approchant de la côte. Les méga tsunamis sont des vagues de 30 mètres qui te permettront d'atteindre ton 10e étage. Cependant, elles ne font la plupart du temps qu'entre 3 et 9 mètres. Mais compare cela à une vague de surf normale. Elle fait habituellement dans les 2 mètres de haut et n'avance qu'à environ 20 km/h.
c'est pourquoi les tsunamis sont capables de provoquer de si grands dégâts. Mais les vagues surfables ne sont pas non plus de tout repos, elles peuvent même être dangereuses. Tout comme les tsunamis, les vagues que pousse le vent se soulèveront en heurtant un obstacle sous-marin près du rivage. Cet obstacle, qu'il s'agisse d'une crête ou d'un récif de corail, représente un grand danger pour les surfeurs. Si un surfeur perd l'équilibre, il sera entraîné dans les profondeurs et pourra être blessé. Et puis venir frapper l'eau à grande vitesse fait un peu plus mal qu'une simple tape amicale dans le dos. Bon, c'est bien compris. On ne peut pas surfer sur un tsunami, mais nous sommes dans l'hypothétique, où l'esprit peut courir librement et surfer sur l'impossible. Alors, amusons-nous à relever ce défi. Tout d'abord, puisque le tsunami n'est pas une vague normale, nous devons trouver un moyen de le rendre surfable, c'est-à-dire faire en sorte qu'il nous présente une face où glisser. Une chose qui pourrait fonctionner, c'est un obstacle artificiel sous l'eau, spécialement conçu pour lui retirer un peu de sa monstrueuse énergie. Désolé, on y perdra en vitesse, mais il faut qu'on réussisse à le faire s'élever suffisamment. L'obstacle devra être un objet énorme, mais installé assez profondément, pour que notre surfeur n'aille pas s'y cogner la tête au moment où il est balayé. Ensuite, nous devons prendre quelques mesures de sécurité, et notamment trouver un équipement solide. Les combinaisons de surf classiques sont faites de néoprène, un matériau flexible qui ne peut que te protéger de l'eau froide et t'aide à flotter. Mais tu as de la chance. Une nouvelle technologie a récemment vu le jour. Une combinaison de surf pouvant résister à une morsure de requin, un peu comme les gilets en Kevlar. Tous les tests démontrent qu'elles ne peuvent pas être percées par des objets pointus et qu'elles empêchent les os de se briser. Malheureusement, les contusions dues aux impacts sont chose inévitable. Mais après tout, c'est de surf sur tsunami dont on parle. Et enfin, la planche elle-même. Si surfer sur une vague normale est un véritable défi pour ton sens de l'équilibre, tu imagines bien la difficulté qu'il y aurait à se maintenir sur une planche glissant sur un tsunami. Mais souviens-toi, tout ça est hypothétique. D'accord, alors ajoutons quelques stabilisateurs à ton bolide infernal. Voilà, maintenant tu es prêt. Tu es prêt, n'est-ce pas? Ne te dégonfle pas maintenant. Allez, tu ne seras pas le premier. C'est chose courante à Nazaré, au Portugal. Bien sûr, on n'y surfe pas sur des tsunamis, mais les surfeurs professionnels friands de grosses vagues s'y rendent chaque année pour défier la houle incroyable. Et ce tsunami de 9 mètres que tu t'apprêtes à monter n'est rien comparé à la plus grosse vague jamais affrontée. Elle mesurait 24 mètres de haut, plus de 2 fois la hauteur d'un poteau téléphonique. C'est un surfeur professionnel brésilien du nom de Rodrigo Coxa qui l'a conquise en 2017. Maya Gabeira a établi le record féminin en surfant sur une vague de 20 mètres en 2018. Et je ne pense pas que la limite ait été atteinte, car les vagues à Nazaré peuvent parfois atteindre les 30 mètres. C'est en raison du fond océanique que les vagues de Nazaré sont si impressionnantes. Cet endroit possède l'un des plus grands canyons sous-marins d'Europe, soit une entaille de 230 km de long et de 5 km de profondeur qui génère des quantités folles d'énergie sismique et donne naissance à des vagues gigantesques près de la côte. À lui seul, le canyon triple la hauteur des vagues, mais la région connaît aussi de puissants courants océaniques et des vents très violents. En d'autres termes, c'est la tempête parfaite pour les surfeurs qui aiment les vrais défis. Quelle soirée de folie! Tes amis et toi sortez de boîte et appelez un taxi. 10 minutes plus tard, vous arrivez tous dans vos maisons respectives. Tout en discutant avec tes copains, tu t'aperçois que les lampadaires sont déjà éteints. Bien qu'il soit 3 heures du matin et qu'il fasse encore nuit dehors. Mais peu importe. Le taxi te dépose chez toi et s'en va à toute allure. L'allée est également sombre. Tout le monde dort à cette heure-ci. Tu marches jusqu'à ta porte d'entrée. La lumière sensible au mouvement ne s'allume pas. Ça, c'est étrange. L'ampoule a dû griller. Tu hausses les épaules et cherches tes clés dans le noir. Les voilà. Maintenant, tu fais le moins de bruit possible pour ne pas réveiller tout le monde. Tu n'allumes pas les lumières dans le couloir, tu enlèves tes chaussures et files aux toilettes sur la pointe des pieds. Il ne te reste plus qu'à prendre une bonne douche après une nuit de folie à danser et transpirer. Tu appuies sur l'interrupteur de la lumière et rien. La lumière ne s'allume pas ici non plus. Ce n'est pas une coïncidence. Tu songes brièvement à aller au sous-sol et à utiliser le générateur diesel, mais tu laisses vite tomber l'idée. C'est bien trop bruyant. Bon tu vas te laver dans le noir, tant pis. Tu ouvres le robinet du bain, mais il fait un bruit bizarre et laisse échapper quelques gouttes crasseuses, puis il s'arrête. Génial. Pas de lumière, pas d'eau.
Ou comment finir la soirée sur une note positive. Ennuyé, tu montes dans ta chambre, en faisant attention à ne pas marcher sur ton chat en chemin, et tu te vautres sur ton lit sans même te déshabiller. À quoi bon, hein? C'est le matin. Tu te réveilles en te sentant tout crasseux, les vêtements te collent au corps, tu as désespérément besoin d'une douche, maintenant. Tu descends dans la salle de bain, tu appuies sur l'interrupteur sans réfléchir et tout te revient. Il n'y a toujours pas de lumière. Tu vérifies à nouveau le robinet, là non plus, rien de neuf. Tout simplement génial. Bon, il est déjà 11h du matin, alors direction le générateur. Tu vas au sous-sol et tu verses du carburant dans le réservoir, puis tu l'allumes. Il commence à faire beaucoup de bruit, mais au moins il fonctionne. Cela signifie que tu as de l'électricité maintenant. En remontant, tu vois que ta mère est réveillée. Tu lui expliques ce qui se passe et tu sors au magasin du coin pour aller chercher de l'eau en bouteille. Sur le chemin, tu croises un de tes voisins. Il porte un bidon d'eau de 4 litres dans chaque main. Très vite, tu réalises que tout le monde semble avoir le même problème. Pas de lumière, pas d'eau. Tu vois même de loin une longue file à l'entrée du magasin. Tu dois attendre 20 minutes avant ton tour et tu prends 2 bidons de 4 litres. La caissière t'informe d'une voix fatiguée que les paiements par carte ne sont pas possibles en raison d'une panne de courant. Alors tu es obligé de payer en espèces. Tu lèves les yeux au ciel et lui donnes un billet de 5 €. C'est sûrement un désagrément temporaire, rien de plus. Tu repars avec tes bidons. Cela fait maintenant 1 mois complet sans électricité ni eau du robinet. Ce qui a commencé comme une simple nuisance se transforme maintenant en un véritable désastre. La plupart des lieux publics sont fermés, ainsi que les usines et même les écoles. La télévision ne fonctionne pas non plus, évidemment, et beaucoup de gens sont au chômage. Tu as dû abandonner tes études pour aider tes parents dans le jardin. Ils font pousser leurs propres légumes. Mais ce qui t'inquiète vraiment, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle de ce qui se passe. Les gens commencent à se rassembler en communautés proches pour s'entraider. Beaucoup de ceux dont le travail était lié aux ordinateurs et aux machines apprennent maintenant à survivre par eux-mêmes, sans les commodités modernes. Mais même les agriculteurs ont eu du mal. Ils essaient d'utiliser les machines avec parcimonie en économisant le carburant, et leur travail est devenu de plus en plus difficile. L'eau en bouteille devient aussi un luxe. Les prix ont grimpé en flèche ces dernières semaines, et si la situation ne s'améliore pas rapidement, seule une minorité de personnes triées sur le volet aura accès à de l'eau propre. À la maison, tu n'allumes le générateur diesel que lorsque c'est nécessaire, pour cuisiner ou faire un nettoyage rapide une fois tous les quelques jours. Le reste du temps, tu n'utilises pas du tout d'électricité. Tu commences à t'habituer à te réveiller à l'aube pour profiter au maximum de la lumière du soleil pendant la journée. Quand le soleil se couche, impossible de faire quoi que ce soit dans l'obscurité. Alors soit tu files dormir après une dure journée de travail, soit tu allumes une bougie et tu lis un bon vieux livre. La moitié d'une année s'est écoulée, rien ne change. On ne sait toujours pas ce qui a causé la panne, et les gens qui sont partis en expédition dans d'autres villes reviennent avec les mêmes nouvelles de partout. Le problème semble être mondial. En vous habituant à votre nouveau mode de vie, toi et tes parents avez réorganisé votre foyer. Vous avez quelques vaches et plusieurs poules pour le lait et les œufs. Et votre jardin est maintenant un vrai jardin avec des concombres, des pommes de terre, des tomates et même des pommes qui poussent sous votre surveillance. Mais obtenir de l'eau pour boire et jardiner est une véritable épreuve. L'eau en bouteille est devenue trop rare et extrêmement chère, si bien que tu dois maintenant aller à la rivière à 10 km de là. Au début, tu t'y rendais en voiture en prenant autant de bouteilles et de bidons que possible. Mais au bout de quelques mois, tu es arrivé à court d'essence. Alors maintenant, toi et ton père, faites l'aller-retour à pied. Au moins, vous disposez d'un chariot, ce qui vous permet de transporter plus que vous ne le feriez à main nue. Mais le voyage dure quand même la plus grande partie de la journée. La ville est devenue une communauté très amicale et solidaire. Les voisins s'entraident tout le temps et il est devenu courant d'organiser des barbecues avec tout le quartier. Chacun apporte sa propre nourriture pour contribuer et ceux qui ne sont pas encore habitués à la vie naturelle ramènent chez eux quelques marchandises pour se remplir le ventre pendant plusieurs jours. Bien que tu vives à la périphérie, presque à la campagne,
il est encore curieux de constater à quel point le calme règne sans les voitures qui passent. Pourtant, un autre son a remplacé les moteurs, des sabots qui retentissent le long de la route. De plus en plus de gens montent à nouveau à cheval pour se déplacer. La ville elle-même est devenue presque vide. Les gens quittent leurs appartements pour aller vivre à la campagne et beaucoup d'entre eux doivent s'unir en groupes soudés pour survivre sur les parcelles de terre qu'ils se sont procurées. Les meilleurs points d'eau se trouvent bien évidemment sur les rives de la rivière. C'est là que la plupart des citadins se sont concentrés. Certains ont essayé d'organiser des comptoirs et de vendre l'eau de la rivière, mais ils ont vite été mis à mal. Le libre accès à l'eau a été donné à tout le monde. C'est l'anniversaire de ta mère aujourd'hui. Papa et toi avez échangé de la viande et des légumes contre un joli bouquet de roses blanches et de quelques fraises, ses préférées. C'est la 4e fois que tu fêtes ton anniversaire dans ce nouveau monde. Cela fait 4 ans et demi que tu vis de la terre et les choses se présentent mieux que jamais. Ton père a parlé à la communauté et aux anciens habitants de la ville au bord de la rivière et ils ont accepté de participer à la construction d'un système d'irrigation. Vous avez creusé 3 canaux qui ont permis d'arroser les cultures de tout le monde et qui retournent ensuite au cours d'eau principal. Maintenant, plus besoin de parcourir 20 km tous les 2 ou 3 jours. De plus, les gens du quartier ont organisé des cultures communes et vous travaillez sur votre parcelle tous les jours, semant, labourant et récoltant. Ensuite, la récolte est répartie entre tous les habitants en fonction de la taille de leur ménage. Avec ce système, personne n'est laissé de côté, même s'il ne peut pas travailler dans les champs. Étonnamment, tu as pris goût à ce mode de vie. Tu te souviens à peine de ce que c'était que d'avoir un smartphone ou de regarder la télévision. Mais tu aimes le chant des oiseaux tous les soirs et travailler au grand air tous les jours. Bien que cela ait été difficile au début, tu es maintenant bronzé et musclé et ta santé physique et mentale se sont améliorées. Plus besoin de respecter les échéances ni de se presser. Ta vie est désormais paisible et tu as un but simple, vivre et aider les autres. Tu n'as pas non plus oublié tes amis et tu viens souvent les voir. Ils viennent t'aider sur le terrain et le soir, vous dînez ensemble, jouez aux cartes et chantez des chansons autour du feu. Pour autant que tu le saches, la vie n'a jamais été aussi simple et satisfaisante. Personne ne sait encore ce qui s'est passé, mais en fin de compte, cela semble être pour le mieux. Ah, quelle belle journée, n'est-ce pas? C'est vrai, jusqu'à ce que, boum, la gravité disparaisse pendant 1 seconde. Récapitulons les conséquences d'un tel événement de la plus petite à la plus grande. Nous allons commencer par toi. Oui, toi. Si la gravité disparaissait pendant 1 seule seconde, tu ne serais hélas probablement plus. Le problème, c'est que la gravité ne fait pas que te maintenir sur Terre. Elle maintient aussi l'ensemble de tous les atomes qui composent ton corps. Si cette force venait à disparaître complètement, même pendant un laps de temps aussi court, il y a de fortes chances que tu te désintègres tout simplement. Fichtre. Si ce n'est pas le cas, tu te mettras soudain à flotter au-dessus du sol. Mais ne t'inquiète pas, 1 seconde ne suffirait pas pour décoller très loin. Si la gravité cessait de fonctionner seulement pour toi, tu léviterais d'environ 3 cm, puis tu retomberais. Mais tes pensées seraient accaparées par le manque d'oxygène dans tes poumons, car sans gravité, ton sang ne pourrait plus circuler. Mais si le phénomène affecte aussi ton environnement, tu pourras te considérer heureux de ne pas être enfermé chez toi à ce moment-là, car tous les objets qui t'entourent se mettront également à flotter. Et au bout d'1 seconde, tout est couvert, ton lit, tes armoires, etc. viendront s'écraser sur le sol. Heureusement, les immeubles et les arbres resteront probablement en place, étant donné qu'ils sont solidement fixés au sol. Mais tout sera bien chamboulé et ce sera à toi de nettoyer cette pagaille. Eh oui. Au fait, tu sais sans doute que notre planète tourne et fonce dans l'espace à une vitesse vertigineuse. Il y a donc une chance que si la gravité disparaît, l'espace d'1 seconde, tout ce qui se trouve à la surface de la Terre succombe à l'inertie et soit projeté horizontalement à des centaines de kilomètres à l'heure. Le désordre sera alors encore plus important, mais seulement si toute chose conserve sa masse. Si ce n'est pas le cas, il ne devrait y avoir aucun problème. Enfin, peut-être. Mais les vrais problèmes commencent si la gravité disparaît à l'échelle de la planète entière. La force de gravité est égale à la pression à l'intérieur de la Terre, et si la pression extérieure disparaît, rien n'empêchera la matière en fusion que renferme notre planète de jaillir à la surface. Les plaques tectoniques se soulèveront, ce qui produira un immense tremblement de terre sur l'ensemble du globe. Et tous les volcans du monde entreront probablement en éruption, car la lave sera soumise à une énorme pression. Si une telle méga-éruption survenait, aucune forme de vie ne pourrait survivre, sauf les plus robustes des créatures comme les tardigrades.
Des nuages de cendres volcaniques se répandraient sur toute la planète, bloquant la lumière du soleil. Au début, les températures augmenteraient à cause de l'effet de serre, mais très vite, la planète se refroidirait et une nouvelle ère glaciaire commencerait. Sympa, hein? Tout cela arriverait même si la gravité revenait au bout d'une seconde, car le mouvement serait enclenché, et pas une force ne suffirait à l'arrêter. Au-dessus de toi, l'atmosphère de la Terre s'évaporerait tout simplement. L'air que nous respirons est également maintenu autour de la planète par la force de gravité. Du coup, si elle aussi disparaissait, nous n'aurions plus rien pour remplir nos poumons. Avec le retour de la gravité, l'atmosphère finirait par se reconstituer, mais le mal serait déjà fait. L'air mettrait longtemps à retrouver sa composition d'origine. Pendant ce temps, dans l'espace, la situation serait encore pire. D'après ce que nous savons, tout dans l'univers est maintenu par la gravité, y compris les planètes, les étoiles, les galaxies et même les amas galactiques. À l'échelle cosmique, notre planète n'est qu'un grain de poussière, avec une masse vraiment minuscule. Le Soleil est incroyablement énorme en comparaison. Son diamètre est 109 fois plus étendu et il est 300 000 fois plus massif. Ce qui explique pourquoi sa gravité lui permet de retenir autant de planètes dans son orbite. Et cette force immense vient juste de... pouf! Même si ça ne dure qu'une seconde, le gaz sous très haute pression à l'intérieur du Soleil provoquerait une explosion qui enverrait vers nous d'énormes ondes de chaleur, plus intenses que tout ce que nous avons connu dans l'histoire. Le Soleil survivrait très probablement parce qu'en une seconde, il n'aurait pas le temps d'enfler de manière excessive. Mais on ne peut pas en dire autant de Mercure, de Vénus, de la Terre, ni sans doute de Mars. Mercure étant la plus proche serait tout simplement incinérée. Les températures sur Vénus sont déjà extrêmement élevées, mais elles augmenteraient encore plus, brûlant sa surface, une bonne chose qu'elle ne soit pas habitée. Contrairement à la Terre, l'onde de chaleur du Soleil balayerait probablement d'abord notre atmosphère, puis détruirait la surface de la planète. À première vue, rien ne pourrait donc survivre, encore une fois. Mais c'est encore loin d'être terminé. Notre Soleil est l'une des étoiles les plus petites de l'univers, la plus grande connue étant environ 1500 fois plus grosse et plus massive. Si une telle géante perdait sa gravité l'espace d'une seconde, tout ce qui l'entoure sur des millions et des millions de kilomètres serait tout simplement désintégré, y compris d'autres étoiles plus petites. Mais les objets qui ont le plus de masse et par conséquent le plus de gravité sont les étoiles à neutrons et les trous noirs. Leur taille est extrêmement réduite pour leur masse. Un peu comme moi, mais la pression qu'ils renferment est si élevée qu'une perte de gravité, ne serait-ce que pour une fraction de seconde, pourrait entraîner une énorme explosion dans l'espace. Pendant une seconde, ce serait inévitable. Mais personne ne sait vraiment comment fonctionnent les trous noirs, et il y a donc une chance que quelque chose de différent se produise. Ou bien rien du tout. Enfin, à très grande échelle, si la gravité décidait de faire une pause d'une seconde, il ne se passerait étonnamment pas grand-chose. Les planètes conserveraient leur orbite. Bien qu'il y ait une chance que quelques décalages mineurs se produisent, et au niveau des galaxies ou des amas galactiques, on ne remarquerait rien. Les plus grands bouleversements seraient d'ordre local, car comme je l'ai dit plus tôt, les étoiles exploseraient. Et plus l'explosion serait importante, plus elle affecterait les corps célestes avoisinants. Par exemple, si une étoile plutôt grosse envoyait une onde d'énergie en direction de notre système solaire, celle-ci pourrait entraîner des astéroïdes depuis le nuage de Oort. Ces roches spatiales tombent sur la Lune et même sur la Terre assez régulièrement, mais elles sont la plupart du temps relativement petites. Celles qui seraient projetées sur nous par l'explosion d'une étoile pourraient cependant être beaucoup plus grosses et plus dangereuses. Les autres planètes feraient bouclier, mais le risque d'impact serait quand même beaucoup plus élevé que la normale. Mais qui s'en soucierait au fond, nous serions déjà grillés. Évidemment, tout cela n'est que spéculation. Personne ne sait avec certitude ce qui se passerait si la gravité disparaissait soudainement, même pour une seconde. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il est impossible que cela se produise sans que de nombreuses lois de la physique soient enfreintes en même temps. Les scientifiques sont certains qu'une telle disparition est absolument exclue. Pour que cela arrive, tout dans l'univers devrait d'abord perdre sa masse. La masse est en effet la raison pour laquelle la gravité existe. Plus un objet est lourd, plus la gravité est importante. Même toi d'ailleurs, tu as ta gravité. Elle est simplement trop réduite pour que tu la sentes. Mais si tu étais quelques millions de fois plus massif, tu attirerais probablement l'attention de tout le monde. Et tu brillerais enfin comme une étoile. Un autre truc complètement dingue m'est arrivé récemment. C'était un dimanche matin et j'ai fait frire des œufs pour le petit déjeuner. Mais quelque chose n'allait vraiment pas. Je n'étais pas sûr si c'était les œufs ou moi. Tu as déjà goûté des œufs au plat, pas vrai? Ils ont normalement le goût de... l'œuf. Mais cette fois, en plus de l'œuf, j'ai pu sentir le goût du citron, du yaourt à la vanille et même du papier. Et ce n'est pas aussi bon que tu pourrais le penser. Le yaourt est bon en lui-même, mais avec les œufs, c'est dégoûtant. Quelle qu'en soit la raison, j'ai décidé que ça ne me dérangeait pas de prendre un thé ce jour-là. Mais dès lors que j'ai essayé, j'ai tout recraché.
C'était quoi ça? Une cuillère de poivre noir là? J'avais besoin de boire de l'eau le plus vite possible. J'ai pris un verre et heureusement, c'était juste un verre d'eau ordinaire. J'ai essayé de manger des fraises, mais en plus du goût normal de la fraise, elles avaient un fort goût de piment. Pas la meilleure des combinaisons pour être honnête. Il semblait que quelque chose était arrivé à toute la nourriture de la maison. J'avais aussi un jus d'orange, alors j'en ai bu un verre. Étonnamment, le goût était très bon. Soudain, j'ai eu une idée bizarre. Est-ce que je goûtais les couleurs? C'était tellement dingue et étrange que j'avais besoin de vérifier cette théorie immédiatement. Je l'admets, j'ai léché l'arrière-blanc de mon téléphone portable. Il avait vraiment le goût du yaourt à la vanille, tout comme l'œuf. C'était donc vrai, je pouvais goûter les couleurs qui se mélangeaient avec le goût original de chaque aliment et le bousillais. Je voulais aller chez le médecin, mais même si ce nouveau super-pouvoir était bizarre, c'était quand même un peu excitant. Aussi, je ne pouvais pas attendre de savoir quels étaient les autres goûts. Alors je suis allé dans un supermarché et je me suis acheté un paquet de feutres. Je suis arrivé à la table, j'ai ouvert le jaune et je l'ai léché. Il avait le goût du citron. Alors j'ai léché chacun d'eux et j'ai fait une liste. Le rose avait un goût de fraise, le rouge c'était du chili, l'orange c'était une orange. Le bleu était très amer, le bleu clair était salé et le violet c'était de la myrtille. Le noir était du poivre noir, le beige de la noix de muscade, le gris du papier et le vert avait un goût de vomi. Bilan, je ne mange plus de nourriture verte à partir de maintenant. Pas que cela m'attriste particulièrement qu'on se le dise. Il ne me restait plus qu'une couleur, le marron. J'étais très réticent à essayer, mais il fallait que je trouve une solution. À mon grand soulagement, il avait un goût de café. Je n'aime pas le café, mais ça pourrait être pire. Je savais que je devais aller voir mon médecin, mais j'avais envie de vivre avec ce super pouvoir un peu plus longtemps. Ça ne t'arrive pas tous les jours, tu sais. J'ai donc décidé d'aller chez le médecin le lendemain. Et puis aujourd'hui, il fallait que j'apprenne à vivre avec cette capacité. Je devais éviter de mettre dans ma bouche tout ce qui était noir, gris, bleu et vert. Pas seulement la nourriture, mais aussi la vaisselle et les couverts. Et je devais trouver quels aliments je pouvais manger, car je n'aimais pas les fraises qui avaient le goût de piment. Je suis donc allé au magasin pour acheter des plats transparents. En marchant, je réfléchissais à mon menu du jour. Le jus d'orange, ça passe. Yaourt à la fraise, à la vanille et au citron aussi. Je pourrais faire une salade de fruits avec de la mangue, des framboises et des raisins, des bananes et du yaourt. Mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. En me mordant la lèvre, je me suis rendu compte qu'elle avait un goût de fraise. Dans le magasin, il était assez facile de trouver un bol transparent, mais les cuillères et les fourchettes posaient problème. Je pense que j'ai dû me taper tous les magasins de la ville avant de trouver mon bonheur. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai découpé tous les fruits et j'en ai préparé une belle salade. Je n'avais pas beaucoup mangé ce matin-là, comme tu t'en souviens. Honnêtement, c'était la meilleure salade de tous les temps. J'ai économisé de l'argent puisque je n'ai pas eu à acheter des baies, des oranges et des citrons, mais le goût était là. Alors que je dégustais mon repas, le téléphone a sonné. C'était ma grand-mère et elle m'invitait à dîner ce soir-là. J'ai essayé de lui dire que je ne pouvais pas venir, mais elle ne voulait rien entendre. Ah, les grand-mères! Tu sais qu'il est impossible d'éviter un repas quand elles veulent te nourrir. Alors elle m'a dit qu'elle ne voulait pas entendre d'excuses et que je devais être chez elle à 18h tapante. Cela signifiait que je ne pouvais pas attendre jusqu'au lendemain. J'ai dû aller chez le médecin sur le champ et me débarrasser de ce super pouvoir avant que ma grand-mère ne me fasse manger du vomi et boire du thé au poivre noir. J'ai vérifié l'heure, je ne disposais que de 20 minutes avant que mon médecin ne s'en aille et le centre médical était à plusieurs pâtés de maison. J'ai fini ma salade et je suis sorti de l'appart en courant. Je suis arrivé à la clinique 5 minutes avant la fermeture du cabinet et j'ai demandé à mon médecin s'il pouvait me voir parce que j'avais une urgence. À mon grand soulagement, il a accepté. Quand je lui ai expliqué que je pouvais goûter les couleurs, il m'a regardé d'un air perplexe et a probablement pensé que c'était une farce stupide. Je lui ai alors raconté toute l'histoire. L'œuf au plat pour le petit déjeuner et comment j'ai acheté et goûté tous les marqueurs. Que le violet était une myrtille et le vert n'était pas comme une pomme comme il aurait pu le penser. Que j'ai passé des heures à essayer de trouver une cuillère et une fourchette transparentes. Pour être honnête, dans ma tête, cela sonnait mieux et avait beaucoup plus de sens. Le médecin était silencieux et un peu méfiant. Il a pris ma température, ma tension artérielle et a regardé dans ma bouche. « Alors, vous avez mangé des marqueurs ?» a-t-il dit en souriant. Oups, je suppose que ma langue avait la couleur d'un arc-en-ciel. Ça ne semble vraiment pas normal pour un adulte. Le docteur ne m'a évidemment pas cru.
Alors il m'a juste laissé partir en me recommandant une bonne nuit de sommeil. J'imagine que j'étais coincé avec ça, et j'ai dû aller voir ma grand-mère. Malheureusement, il n'y avait pas moyen qu'elle me donne du yaourt à la fraise pour le dîner. Je suis rentré à la maison pour récupérer mes nouveaux couverts, pour au moins ne pas avoir le goût de papier quand je mangeais avec la fourchette en métal gris de ma grand-mère. J'avais encore quelques heures, alors j'ai fait quelques recherches sur Google, mais je n'ai toujours pas trouvé de solution. Je me suis dit que je pourrais peut-être m'en débarrasser en buvant, alors je me suis enfilé 4 litres d'eau. Mais cela n'a pas aidé. Alors je suis allé chez mamie en traînant des pieds. Je ne pouvais pas poser un lapin à ma grand-mère. Elle était si contente de me voir et m'a annoncé qu'elle m'avait préparé mes crêpes au brocoli préférées spécialement pour moi. Oui, peut-être qu'hier elles avaient été mes préférées, mais ce n'était définitivement plus le cas aujourd'hui. J'ai essayé de lui dire que je n'avais pas faim et que je pourrais juste boire un peu de jus d'orange. Mais bien sûr, elle n'a rien voulu savoir. Elle m'a donné une assiette avec 5 crêpes et une tasse de thé noir. Soudain, j'ai eu une idée pour me débarrasser au moins du goût du poivre, en mettant un morceau de citron dans le thé. Il deviendrait marron. Ainsi, ça serait un café-thé au lieu d'un thé au poivre. J'ai eu de la chance, ma grand-mère avait du citron. Alors le problème du thé a été résolu. Mais le pire, c'était les crêpes. Et ma grand-mère me regardait tout enthousiaste et contente. Il fallait que je mange. Je m'efforçais de contrôler mon expression faciale et d'avoir l'air super heureux, comme si je mangeais la meilleure nourriture de la planète, même si c'était le repas le plus épouvantable de ma vie. Et oui, je buvais beaucoup de mon café-thé. Enfin, 3 tasses. Mais quand j'ai fini et que j'ai remercié ma grand-mère, elle était tellement heureuse que j'ai compris qu'avoir mangé du vomi en valait la peine. Il s'est avéré que ma mamie avait un yaourt à la vanille, alors j'ai mangé tout ce qu'elle avait pour me débarrasser du goût que j'avais encore dans la bouche après les crêpes. En rentrant chez moi, en me mordant la lèvre à la fraise, je réfléchissais. Je devais trouver un plan pour me débarrasser de cette capacité. Mais je ne pouvais penser à rien, alors dès que je suis rentré chez moi, je me suis endormi, même s'il n'était que 21h. J'ai dormi pendant 11 heures et le lendemain matin, je me suis fait une salade de fruits avec du yaourt. Une fois de plus. Je suppose qu'à partir de ce moment, c'était parti pour être le repas du reste de ma vie. Je le mangeais avec ma fourchette transparente et je regardais une émission de télé quand j'ai soudain réalisé que je ne pouvais pas y percevoir le goût du citron et pas d'orange non plus. Je me suis mordu la lèvre et elle n'avait plus de goût. Avec les mains tremblantes, j'ai ouvert le frigo pour prendre mes fraises. J'en ai mangé une et elle avait le goût d'une fraise normale, pas de piment. Tout était redevenu normal, comme si de rien n'était. Mais je jure que c'est arrivé. Vraiment. Saperlipopette, il ne te reste plus que 5 minutes. Le moment le plus important de ta carrière arrive. Tu transpires à grosses gouttes dans ce costume, mais il est trop tard pour faire demi-tour maintenant. Tu es à une conférence technologique internationale avec les plus célèbres scientifiques, ingénieurs, programmeurs, économistes et tout un tas d'autres personnalités importantes de ce monde. Les développeurs d'intelligence artificielle ont fait une découverte qui pourrait changer le monde à jamais. Et dans 4 minutes, il y aura une démonstration publique de cette révélation. Tu es ici en tant qu'interprète, tu dois traduire tous ces trucs scientifiques en plusieurs langues. Tu as aimé apprendre des langues toute ta vie. Au début, c'était les films et les séries sous-titrées, les livres, les bandes dessinées. Puis tu as commencé à étudier plus sérieusement. Tes parents t'ont emmené partout dans le monde pour observer les différentes cultures. Et quand tu as découvert qu'il y avait environ 7000 langues sur notre planète, tu as décidé de passer ta vie à les apprendre. Enfin, certaines d'entre elles. Des universités prestigieuses, des études supérieures, la vie dans différents pays, l'étude de l'histoire des langues anciennes, tout cela a fait de toi le meilleur interprète et expert en langue du monde. Et maintenant, tu es un peu nerveux, car tu dois traduire ce sommet en 7 langues différentes. La conférence démarre. Les scientifiques commencent à parler de l'évolution de l'IA. Non, elle ne va pas envahir la planète, au contraire, elle va faciliter la vie des gens. Pour une raison ou pour une autre, tu as un mauvais pressentiment à ce sujet. Le développeur principal divulgue la grande nouvelle, un nouveau langage a été créé pour que le monde entier puisse l'utiliser. La langue est simple à apprendre. L'algorithme de traduction de l'IA permet de se souvenir facilement des mots, de la grammaire. En gros, il n'y aura plus de problème de communication. Pour rendre son apprentissage encore plus facile, les scientifiques ont créé une application qui peut traduire tout type de discours dans la nouvelle langue. Le contexte, le sens, le sarcasme, l'ironie, tout peut maintenant être traduit en LUC, langage universel commun.
la population mondiale sera unie comme jamais auparavant. C'est alors que tu réalises que le plus grand moment de ta carrière est aussi le début de la fin. Qui aura besoin d'un interprète si tout le monde parle le même langage ? Au cours des 20 années suivantes, la planète se met à parler la langue commune. Chaque gadget possède l'application Luc. La langue est enseignée dans les écoles et les instituts. Les grandes entreprises et les sociétés introduisent des cours de langues obligatoires pour leurs employés. L'IA traduit des milliers de livres par jour en Luc. Au cinéma et à la télévision, seuls les acteurs qui parlent le Luc obtiennent les grandes récompenses. Les personnes qui ne parvenaient pas à apprendre une langue étrangère n'ont plus aucun problème avec le Luc. Le processus d'apprentissage est facile et amusant. De plus, c'est une exigence pour quasiment tout. Les pays commencent à annuler leurs programmes de visa, les frontières commencent à s'effacer. Partout dans le monde, le nombre de conflits diminue, car les gens peuvent désormais se comprendre beaucoup mieux. Les systèmes d'exploitation, les jeux vidéo, les articles techniques, les chansons, les blagues, les problèmes scientifiques, tout est créé dans la nouvelle langue mondiale. Tu peux appeler n'importe qui à l'autre bout de la planète, lui dire quelque chose et écouter ses histoires fascinantes. Tu peux partir en voyage autour du monde et ne pas avoir peur de commander accidentellement 17 écureuils pour le petit déjeuner, juste parce que tu as confondu un petit mot. Les studios de cinéma arrêtent de doubler les films et il n'y a plus de sous-titres. Youpi! Le monde est devenu plus ouvert. Les prix des billets d'avion ont beaucoup baissé et le tourisme, les études et le travail à l'étranger sont en plein essor. Chaque année, de plus en plus de gens renoncent à leur citoyenneté et se reconnaissent comme citoyens du monde. La science se développe plus rapidement que jamais car les scientifiques du monde entier peuvent enfin travailler ensemble. Et l'étude des langues étrangères appartient au passé. On dirait que le monde est devenu meilleur, mais le Luc possède aussi une face obscure. Les traducteurs et les professeurs de langue perdent leurs emplois. Les écoles de langue sont fermées partout sur la planète. Les doubleurs perdent aussi leur travail. Toi et beaucoup d'autres personnes êtes opposés à la nouvelle langue. Vous vous efforcez de prouver que tôt ou tard, le Luc provoquera une catastrophe. Pendant que le monde entier communique dans la nouvelle langue, les scientifiques terminent leur première étude internationale de l'esprit humain. Le nombre de connexions neuronales, c'est-à-dire les pensées et les processus biologiques dans le cerveau, a diminué. Les scientifiques ont étudié des centaines de milliers de personnes réparties en 3 groupes. Les personnes polyglottes, les personnes parlant une seule langue et celles qui sont nées dans le Nouveau Monde et ne parlent que le Luc. Les études montrent que le cerveau humain a cessé de fonctionner comme avant. Avant, les gens essayaient de comprendre les langues étrangères, de les parler et de les traduire en entraînant leur esprit. Désormais, les parties du cerveau qui sont responsables de cela ont cessé de fonctionner. Même si tu n'avais jamais appris de langue étrangère, tu avais toujours l'habitude de voir et d'entendre des mots que tu ne comprenais pas. Et ton cerveau essayait au moins de traiter les informations. Maintenant, nos cerveaux se sont détendus. Certains disent « S'il n'y a pas d'autre langue, quelle différence cela fait-il » Qui se soucie d'un cerveau détendu ? Mais ce n'est pas tout. Le cerveau humain est devenu moins bon pour analyser les informations, se souvenir et trouver des moyens astucieux de se sortir de situations difficiles. Il est difficile pour les gens d'apprendre de nouvelles connaissances, le vocabulaire des gens finit par devenir de plus en plus pauvre. Parfois, les gens ne savent même pas exprimer ce qu'ils ont en tête. Le QI moyen commence à baisser. Apprendre les langues du passé devient presque impossible. Certains sont inquiets pour l'avenir. Les gens pourraient oublier leur histoire. Les changements dans le cerveau humain sont une chose, mais oublier notre passé pourrait être vraiment dangereux. Chaque langue est liée à sa géographie et à sa propre histoire. Mais surtout, la langue apporte une diversité culturelle à la vie quotidienne. Par exemple, il y a beaucoup plus de mots pour décrire la neige dans les pays froids, plus de nuances de vert dans les pays tropicaux, etc., etc. Avec le Luc, ces petits détails qui rendent les cultures différentes disparaissent en quelque sorte. La plupart des gens aiment maintenant la même musique, regardent les mêmes films. Les gens commencent à se désintéresser de tout. Imagine que tu as économisé de l'argent pendant 6 mois pour t'envoler à l'autre bout du monde. Tu arrives là-bas et tout le monde parle et agit comme tes voisins. Ils regardent les mêmes émissions et suivent les mêmes influenceurs que toi. Désormais, tu ne pourras plus déterminer où une personne a grandi grâce à son accent. Les gens parlent avec la même intonation, utilisent la même structure de phrase et les mêmes mots. La communication devient ennuyeuse. Pour mieux exprimer tes émotions, tu utilises les gestes et le langage corporel.
Deux personnes qui se disputent commencent à ressembler à deux fous. Ils tremblent, se trémoussent, s'agitent. Mais le pire, c'est que les gens commencent à perdre leur sens de l'humour. Comme il y a moins de vocabulaire, il y a moins de raisonnement. Il devient difficile de réfléchir et encore plus de parler. Les rêves deviennent ennuyeux et la poésie et les paroles des chansons commencent toutes à se ressembler. Oui, la vie est devenue beaucoup plus facile. Et alors ? Nous pouvons facilement nous comprendre, mais en même temps, nous avons oublié combien il peut être excitant d'apprendre quelque chose de nouveau. L'IA continue d'essayer de simplifier le LUC et chaque année, c'est de plus en plus facile. Les scientifiques ont constaté qu'à ce rythme, les gens ne communiqueront plus qu'avec de simples sons dans quelques décennies. Personne ne sera capable d'exprimer clairement ses pensées ou d'expliquer ses actions. La compréhension globale va bientôt se transformer en incompréhension épique. Les gens oublieront tout simplement comment transmettre leurs pensées. Tu as traversé une période difficile depuis que tu as perdu ton emploi d'interprète. Tu as passé presque tous tes moments d'éveil à essayer de prouver que les langues sont nécessaires. Heureusement, toi et d'autres traducteurs et professeurs y parvenez enfin. Les gens ne cesseront jamais d'utiliser le LUC, mais l'intérêt pour l'apprentissage des langues anciennes renaît. Apprendre une langue d'antan devient le nouveau truc à la mode. Il y a plus d'écoles de langue que jamais. Il ne reste que quelques personnes sur la planète qui se souviennent encore de plusieurs langues anciennes. Toi et les autres traducteurs devenez richissimes. Apprendre des langues est désormais le passe-temps le plus populaire et qui développe parfaitement les capacités mentales. Si avant, il était bien vu d'avoir une voiture haut de gamme, un compte en banque bien rempli et une belle maison, désormais, la capacité à parler deux langues est considérée comme un signe de réussite. Les studios de cinéma refont des films, les écrivains réécrivent des livres, les artistes recréent des chansons, tout cela à nouveau dans différentes langues. Le monde redevient diversifié, intéressant et amusant. Muchas gracias. Tu rentres chez toi après un long vendredi au travail et tu te dis « Pourquoi le week-end n'est-il pas plus long ?» Tu redoutes de retourner au bureau le lundi. Ce n'est que dans 2 jours et tu as tellement de choses à faire. Et puis dès que tu allumes le journal télévisé, tu entends la meilleure nouvelle que tu puisses imaginer. La semaine a été prolongée à 10 jours au lieu de 7. Tu sautes de joie. Tu penses au long week-end que tu vas avoir. Assez de temps pour te détendre et peut-être sortir enfin de la ville pour aller à la campagne. Mais il s'avère que tu n'as pas écouté jusqu'à la fin. Apparemment, il n'y aura qu'un seul jour supplémentaire pour le week-end. Les 2 autres jours seront des jours de travail normaux. Mais ça ne semble pas si mal, 2 jours supplémentaires au bureau, mais un autre jour complet ajouté au week-end. Mais au fait, pourquoi y a-t-il 7 jours dans une semaine, et pas 10 ou 5 ? L'explication remonte à l'époque de Babylone, où les gens regardaient souvent le ciel à la recherche de réponses à leurs questions. Ils étaient très observateurs et ont remarqué que la Lune avait des phases. Puis, ils ont compris qu'il fallait 28 jours à la Lune pour accomplir un cycle. Il est intéressant de noter que de nos jours, le cycle est de 29 jours et demi. Quoi qu'il en soit, le cycle commence avec la nouvelle Lune, c'est-à-dire lorsque la Lune n'est pas visible. Le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés de telle sorte que nous ne voyons que la face cachée de la Lune. Ensuite, elle passe par les phases de demi-lune et de lune gibbeuse. Puis, c'est la pleine Lune. À partir de ce point, le processus est inversé. Demi-lune, croissant de lune et enfin, c'est à nouveau la nouvelle Lune. Les Babyloniens ont divisé le cycle, 28 jours, en 4 segments. C'est ainsi qu'ils ont obtenu 7 jours, soit la semaine que nous utilisons encore aujourd'hui. De plus, lorsque les gens regardaient le ciel, ils voyaient 7 corps célestes. Il s'agissait du Soleil, de la Lune, de Mars, de Mercure, de Jupiter, de Vénus et de Saturne. Bien sûr, nous savons maintenant qu'il y a beaucoup plus de planètes, d'étoiles et d'autres objets spatiaux. Mais à cette époque, seul cela était suffisamment proche pour être observé. Sur Terre, un jour équivaut à une rotation complète de la planète autour de son axe. Et une année se termine lorsque la Terre effectue une orbite complète autour du Soleil. Cela prend à la planète 365,25 jours. C'est pourquoi il y a un jour supplémentaire tous les 4 ans, le 29 février. L'année où cela se produit s'appelle une année bissextile. Mais revenons à notre histoire. Nous sommes maintenant vendredi et tu es super excité. Après tout, tu vas avoir un jour supplémentaire pour te détendre ce week-end, même s'il y aura 2 jours de travail supplémentaires. Mais cela signifie aussi que chaque mois comptera environ 43 jours. Cela fera un total de 516 jours en une seule année.
Tout ce que tu as déjà prévu pour cette année devra être modifié. Les vacances d'été et les vacances d'hiver seront plus longues. Les gens passeront plus de temps à l'école, à l'université et au travail. Et s'il y a 2 jours ouvrables de plus, les entreprises et les sociétés feront-elles des bénéfices plus élevés et les employés auront-ils une productivité accrue? Peut-être. Tu es dans ta voiture en route vers ta maison au bord du lac. 3 jours d'air frais et de coucher de soleil à couper le souffle. Du pur bonheur. Dès que tu arrives, tu dépoussières ta barque et tu pagaies vers le milieu du lac. Ah, enfin un peu de paix et de tranquillité. Mais le week-end se termine bien trop vite. C'est le soir du 10e jour de la semaine et il est temps de retourner en ville. Le lendemain matin, tu te réveilles avec la perspective de 7 jours de travail d'affilée. Tu ne peux pas t'empêcher de penser à ce que tu as fait le week-end. Très vite, tu te rends compte que 7 jours de travail sont épuisants. Dans la plupart des pays, les gens travaillent 8 heures par jour, mais pas aux Pays-Bas. Là-bas, les gens ont environ 6 heures de travail par jour et un total de 29 heures par semaine. Ce pays a officiellement la semaine de travail la plus courte du monde. Mais tu ne vis pas aux Pays-Bas. Cela signifie que tu as désormais un total de 56 heures de travail par semaine. Tu gères les 2 premiers jours facilement. Mais dès le 3e jour, tu arrives endormi et épuisé. Et tu n'es même pas à la moitié de la semaine. Le vendredi, tu as manqué un tas d'échéances et tu es arrivé en retard à plusieurs réunions. Tu as oublié ce que tu devais dire lors de tes présentations et tu n'as pas pris un bon repas depuis le week-end. Mais tu connais ce sentiment, tu l'as déjà vécu lorsque tu travaillais encore 5 jours par semaine. Alors tu persévères et tu termines la semaine, puis le mois. Mais ça ne s'arrange pas. Chaque fois que tu vas au bureau, tu ne fais que penser à la randonnée et à la pêche au bord du lac. Tu regardes par la fenêtre et tu vois un ciel tout bleu. Lorsque tu diriges ton regard vers l'écran de ton ordinateur, tu ressens des vertiges. Ton dos est douloureux à cause de la position assise et ta posture est pire que jamais. Ton patron n'est pas satisfait de tes performances et te met la pression. Mais tu peux voir que tes collègues sont aussi épuisés que toi et ils ne font pas mieux face à la situation. Un jour, tu remarques que tout et tout le monde au bureau t'irrite. Cela te pousse à t'en prendre aux gens. Et cela va dans les 2 sens. Il semble que même tes bons collègues, avec qui tu travailles depuis plus de 5 ans, ne te supportent plus. Être impoli et oublier de répondre aux appels ou aux emails n'arrange pas ton cas. 6 mois plus tard, tu ne peux presque plus regarder ton écran d'ordinateur. Les 3 jours de repos ne suffisent pas à compenser les 7 jours de travail. Tous tes collaborateurs ressentent la même chose. Beaucoup de tes collègues ont déjà démissionné. Ils ont décidé de trouver de nouveaux jobs avec de meilleures conditions de travail. Tu dois maintenant mettre des lunettes pour travailler sur ton ordinateur. À force de te fatiguer les yeux semaine après semaine pendant 7 jours, ta vue s'est beaucoup dégradée. Tu te rappelles sans cesse que les vacances d'hiver ne sont que dans 2 mois. Mais cela fait 86 jours au lieu de 60 comme avant. Avance rapide jusqu'aux vacances. C'est la dernière semaine avant que tout le monde ne parte en congé. Tu ne peux pas t'empêcher de rêver de la plage. Mais ensuite, une annonce est publiée. Pour une raison mystérieuse, les vacances d'hiver ont été écourtées. Ce qui signifie que tu dois renoncer à ton rêve de faire du surf, de prendre des bains de soleil et de nager dans l'océan. Tu ne pourras pas aller plus loin que ta cabane. Qu'es-tu censé faire là-bas en plein hiver? Des bonhommes de neige? Tout le monde autour de toi semble être aussi désespéré. Les gens commencent à perdre espoir. Un professeur qui a l'habitude d'enseigner aux élèves 5 jours par semaine doit maintenant se préparer à 7 jours de cours. Cela ne signifie pas que les semestres ne dureront que quelques mois. Ils seront aussi longs qu'avant, voire même plus longs. Les vacances d'été resteront également les mêmes. Un ouvrier du bâtiment sera épuisé après 7 jours de travail. Poser des briques, faire fonctionner une grue ou un marteau-piqueur deviendra encore plus fatigant qu'avant. La plupart des chantiers durent des mois. Lorsque les ouvriers sont fatigués et n'ont pas assez de repos, des erreurs sont inévitables. Or, sur un chantier, même la plus petite erreur peut être fatale. Tu auras besoin de plus d'essence pour ta voiture car tu devras te rendre au travail plus souvent, 7 jours par semaine au lieu de 5. Et comme il y aura une forte demande d'essence, son prix finira par augmenter. Très bientôt, cela entraînera aussi des pénuries de carburant. De plus en plus de gens commenceront à utiliser les transports en commun. Bientôt, ils seront principalement alimentés par l'électricité.
Le surmenage va modifier le comportement des gens. Les gens ayant un emploi normal seront beaucoup plus stressés et irritables. Un week-end de 3 jours ne pourra pas compenser les 7 longues journées de travail. De plus en plus de gens iront chez le médecin avec leurs nouveaux problèmes. Mais les médecins feront aussi des heures supplémentaires et ils auront également leurs propres soucis. Les gens qui cumulent 2 emplois pour subvenir aux besoins de leur famille seront ceux qui souffriront le plus. Ils ne seront pas en mesure de supporter une pression plus forte pour essayer de joindre les deux bouts. Les gens devront davantage faire la navette, les usines et les ateliers travailleront non-stop, 7 jours sur 7, au lieu de 5 seulement. Cela aggravera la pollution de l'air. De plus, en travaillant plus longtemps, les industries auront besoin de plus de ressources naturelles. Tout ce que tu peux espérer, c'est que cette expérience insensée se termine le plus vite possible. Oh mon Dieu! Tu te retrouves dans les mystérieuses ruines d'une ville antique. Tu es le seul membre de l'expédition qui a réussi à se rendre jusqu'ici. Tu marches dans un labyrinthe sombre quand tu actives accidentellement un piège. Un bruit étrange. Soudain, un énorme rocher se met à rouler vers toi dans le couloir. Tu cours aussi vite que tu peux en sautant par-dessus les débris. Un dernier saut et... Ouf! Cette pièce ressemble à une salle de trésor. Des pièces d'or et des pierres précieuses sont éparpillées partout. Tu écarquilles les yeux. Il y aurait assez d'argent pour vivre une vie de luxe pendant des décennies. Mais ce ne sont pas les matériaux brillants qui t'intéressent. C'est une vieille lampe qui se trouve dans les décombres. Dès que tu la ramasses, la lampe se met à trembler et un énorme génie en jaillit. Tu ne peux faire qu'un seul vœu. Et oui, un seul, parce que c'est un génie paresseux. Pas de problème, tu demandes tellement d'argent que tu ne pourras jamais tout dépenser. Le génie tape dans ses mains et disparaît. Ping! Une notification sur ton smartphone. Ton compte bancaire a été crédité de 1 0 0 0 0 0. Bon sang, ce chiffre ne tient même pas sur l'écran. Tu remontes à la surface et tu sors ton téléphone. Tu vas vérifier qui est l'homme le plus riche du monde désormais. Ah, te voilà en haut de la page. Encore une fois, le nombre se termine par 3 petits points. Il est temps de rentrer chez toi et de commencer à dépenser ton argent. La première chose sur la liste est un billet d'avion. Un espace supplémentaire pour les jambes? Non, pas assez cher. Un siège en première classe? Idem. Ton propre jet alors? Comme ceux qu'un cheikh arabe posséderait. Tu optes pour un énorme Airbus A380 transformé en jet privé. Il y a un escalier en colimaçon, un ascenseur, 4 salles VIP, une salle de concert, un hammam et un parking. Tu appuies sur le bouton payer et ton avion t'attend sur la piste d'atterrissage. Tu vérifies ton compte en banque et le nombre n'a même pas changé. Le génie ne t'a pas menti. En rentrant chez toi, tu te demandes comment dépenser ton argent sans fin. Une voiture? Une maison? Tu as besoin de plus de temps pour y réfléchir. Tu atterris dans ton pays et maintenant tu dois rentrer chez toi. Il n'est pas question de prendre le bus ou le taxi. Tu vas t'acheter une nouvelle Bugatti. Cette voiture est unique en son genre et coûte 18,6 millions de dollars. Ton petit appartement ne te convient plus, tu as besoin de quelque chose de plus grand. Un gratte-ciel. Le gratte-ciel le plus cher du monde est l'Abraj Al Bait, en Arabie Saoudite, dont la construction a coûté 16 milliards de dollars. Mais tu dépenses 20 milliards de dollars pour battre le record. La construction a commencé, mais en attendant, tu as besoin d'un endroit pour vivre. Tu achètes un penthouse au 172 Madison Avenue à New York pour 100 millions de dollars. Tu as déjà dépensé 17 milliards de dollars, mais il semble que ton compte bancaire n'ait pas évolué. Tu t'ennuies et tu décides de te divertir en achetant les choses les plus chères du monde. Une montre avec un tas de diamants les plus rares du monde, 55 millions de dollars. Une autre voiture, cette fois une Ferrari old school d'une valeur de 70 millions de dollars. Elle est à toi. Une carte de baseball qui coûte plus de 3 millions de dollars? Pourquoi pas? Une peinture de 450 millions de dollars créée par Leonardo DiCaprio. Oups, par Léonard de Vinci. Dans ton panier aussi. Waouh, ce shopping est tellement épuisant. Il est temps de te détendre. Ce qui veut dire une île privée. 610 millions de dollars, c'est le prix d'une énorme île à Hawaï. Elle a la taille d'une grande ville et maintenant, elle est à toi.
Tu ne vas pas prendre ton vieil avion pour te rendre sur l'île, tu vas en acheter un nouveau. C'est un Boeing 747, le modèle que les présidents utilisent quand ils ont besoin de se rendre quelque part. 660 millions de dollars et il est tout à toi. Assis dans ton avion de luxe, avec un équipage d'hôtesse de l'air à ton service, tu te sens comme la personne la plus importante du monde. Et tu t'imagines déjà naviguer autour de ta nouvelle île. Mais tu as oublié d'acheter un yacht. Le plus cher du monde est plaqué or et abriterait apparemment des os de T-Rex dans la chambre. Il a fallu 3 ans et 10 tonnes d'or massif pour le construire. Et tu l'achètes pour presque 5 milliards de dollars. L'île semble déserte. Il n'y a rien d'autre ici que des plages dorées et une verdure luxuriante. Mais n'es-tu pas l'homme le plus riche du monde ? Tu décides de te faire construire un palais. Tu cliques sur un bouton et une réplique du palais de Buckingham à 3 milliards de dollars apparaît sur l'île. Et un autre pour tes invités. Maintenant, tu fais le tour de ton île paradisiaque sur ton propre yacht. Mais ton visage n'a pas l'air heureux. Le divertissement pour les riches est plutôt ennuyeux. Tu regardes le ciel et tu penses à voler vers les étoiles. Et tu es là, debout sur la rampe de lancement près de la fusée qui va t'emmener dans l'espace. Tu as payé 52 millions de dollars pour le faire. Mais la station spatiale internationale semble n'être remplie que de laboratoires de recherche. Pas très excitant. C'est pourquoi tu construis une nouvelle station spatiale de 150 milliards de dollars avec beaucoup de choses amusantes et même un spa. Tu as déjà dépensé plus d'argent que toutes les personnes les plus riches de la planète. Mais ton compte bancaire n'a toujours pas changé. Ton imagination s'emballe. Mars. Tu dépenses encore 2,5 milliards de dollars et tu deviens la première personne à poser le pied sur la planète rouge. Du sable rouge, des montagnes escarpées, des cratères. Mais il n'y a rien à faire. Même pour toi, l'homme qui a une quantité d'argent illimitée. Alors tu claques la porte de ta fusée et tu rentres chez toi. Tous tes gratte-ciel sont déjà construits. New York avec ta maison au milieu a l'air très différente maintenant. Tu es allongé dans une chambre géante avec des sols en marbre, des vases chinois anciens et... une fontaine ? Ton argent peut tout acheter, mais tu te sens seul. Tu possèdes un autre gratte-ciel construit à côté du tien. Celui-ci est pour tes amis. Et un autre pour ta famille. Et bien sûr, ton chat adoré mérite aussi un penthouse privé. Tu n'as plus d'espace libre. Il est temps de construire ta propre ville. Tu choisis un endroit qui était autrefois un désert brûlant avec rien d'autre que du sable sur des kilomètres. Mais tu paies des trillions de dollars et tu fais construire une ville à partir de rien. Il y a une chaîne de restaurants avec ton nom dessus. Il y a des panneaux d'affichage avec ton visage dans les rues. Et une statue géante à ton effigie sur le plus haut bâtiment de la ville. La ville est presque vide. Mais tu traverses ces rues escorté par des agents de sécurité dans des voitures clinquantes. Pour le dîner, tu achètes le poisson le plus cher du monde. C'est du thon rouge qui t'a coûté 3 millions de dollars. Puis tu décides qu'il est temps de faire un film sur toi-même. Le film le plus cher jamais réalisé a coûté 400 millions de dollars. Tu paies 1 milliard de dollars et tu embauches les acteurs les mieux payés du monde. Mais quand le film est prêt, le seul public qui le regarde, c'est toi. Surtout parce que tu es dans ton cinéma privé. Quand le générique apparaît, tu commences à lancer du popcorn sur l'écran. Tu n'as pas apprécié le spectacle. Tu marches le long d'un couloir avec les tableaux les plus chers du monde. À côté d'eux, tu vois les trouvailles archéologiques les plus rares et... Encore une fontaine ? Non, ça ne va pas. Tu as dépensé des milliards de dollars, mais tu n'es absolument pas plus heureux. Tu décides de retourner là où tout a commencé. Avec une torche à la main, tu retournes aux anciennes ruines. Il est là le trésor. Tu retrouves la lampe du génie là où tu l'avais laissée. Dès que tu la ramasses, le génie apparaît devant toi. Il se moque de toi parce que tu es tombé dans son piège. Il t'a donné une quantité infinie d'argent pour que cette richesse te rende fou. Mais tu sors ton téléphone et tu appuies sur le bouton « Faire don de tout ». À la seconde même, ton argent est versé sur des comptes d'associations caritatives dans le monde entier. Désormais, les scientifiques ont la possibilité de travailler sur de nouveaux traitements. Les écologistes ont trouvé plus de fonds à utiliser pour sauver notre planète. Et chaque personne sur Terre a maintenant assez de nourriture.
Le génie se met en colère parce que tu l'as piégé. Il est sur le point de te frapper avec un éclair. Mais tu prends la lampe et tu y confines le génie pour toujours. Quand tu rentres chez toi et que tu allumes la télévision, tu vois ton visage sur toutes les chaînes. On te prend pour un héros, le sauveur de l'humanité. Tu reçois des milliers de lettres de remerciements de gens que tu as rendus heureux. Tu souris et tu te sens mieux aussi. Apparemment, aider les autres est la meilleure chose que tu puisses faire. Un portail étincelant se ferme derrière ton dos. Un guide souriant t'accueille. Certes, tu n'es pas la première personne à voyager entre les mondes, mais un voyage pareil reste toujours quelque chose d'extraordinaire. À première vue, l'endroit n'est pas si différent du tien. Les mêmes personnes, les mêmes transports et une architecture similaire. Alors pourquoi ton ami t'a-t-il juré que ce serait le voyage de ta vie? Ton agent de voyage t'a dit que la ville que tu allais visiter était au bord de la mer. C'est pourquoi tu demandes à ton guide si tu peux passer un peu de temps près de l'océan. Il te lance un drôle de regard, mais il est d'accord. La journée est belle, ensoleillée et chaude. Il est tout à fait naturel de se déshabiller pour prendre le soleil. Au bout d'un moment, tu te lèves pour aller te baigner dans les vagues. Mais ton guide t'attrape par le bras. Son emprise est étonnamment forte et son visage anxieux. Non, c'est déjà assez risqué de venir sur la plage et de rester si près de l'eau. Et maintenant tu vas mettre ta vie en danger, crie-t-il. Hein? C'est tout ce que tu peux répondre. Il doit y avoir un malentendu. Qu'est-ce qui est si dangereux sur cette plage? Les courants dérivants? Le guide se calme tout à coup. Ne me dis pas que tu ne sais pas pourquoi les gens de ton monde voyagent ici. Tu secoues la tête et l'homme se met à rire. Quand il a fini de rigoler, il redevient sérieux et marmonne. Ok, je vais te montrer quelque chose que tu ne pourras pas oublier. Jamais. Allons-y. Tu marches le long de la plage en gardant un espace plus que suffisant entre toi et l'eau. Ce qui te surprend et t'inquiète le plus, c'est le silence sinistre. Le seul son que tu peux entendre est celui des vagues qui frappent le rivage. Pas d'enfants qui crient, pas de surfeurs sur leurs planches, pas de pêcheurs qui attendent une bonne prise. Ton guide ralentit et tu vois un petit port. Pour une raison mystérieuse, il est séparé du grand large par une épaisse clôture métallique avec d'énormes portes. Toi et ton guide vous dirigez vers un grand bateau, ou plutôt un navire. Tu te demandes combien de personnes vont se joindre à nous pour cette excursion? Il n'y a que nous deux et l'équipage, répond ton guide. Dans notre monde, il est trop dangereux de prendre la mer sur un petit navire. Et en effet, tu ne vois aucun bateau de pêche ou yacht à proximité. Tu suis ton guide en bas et tu vois une grande cabine avec un plancher en verre. N'hésite pas à marcher sur le verre, il est super épais et littéralement incassable. Le bateau se met à vibrer et s'éloigne du rivage. Tu regardes passer le fond rocheux, les coraux et les bancs de poissons colorés. L'eau sous le bateau s'assombrit. Tout à coup, ton guide murmure « Le voilà !» La créature est énorme, plus longue qu'un semi-remorque et presque aussi longue que le navire sur lequel tu te trouves. Son corps ressemble à celui d'un varan, mais il est plus long et plus aérodynamique. Cela rend l'animal plus doué pour la nage. Ses membres sont courts avec des doigts palmés. Il possède également une large gueule sur laquelle se trouve une grande plaque triangulaire. En nageant, la créature garde un corps rigide pour réduire la traînée dans l'eau. La seule chose qui bouge, c'est sa puissante queue. Dès que tu parviens à maîtriser ta voix, tu cries « Un dino !» Non, ton guide n'est pas d'accord. C'est un mosasaure. Ce ne sont pas des dinosaures. Ces créatures sont des reptiles. Tu dois déjà avoir vu leurs proches parents dans ton monde, les serpents et les varans. Le mosasaure que tu vois est l'une des plus grandes espèces, et elles sont assez rares. Il existe de nombreuses déclinaisons de ces reptiles, et le plus petit mesure 1 mètre de long. La longueur moyenne est de 4 mètres maximum. Mais il y a toujours de gros spécimens, c'est pourquoi nous devons construire des navires aussi grands et robustes. Un seul coup de queue de cette bête, et un navire plus petit serait cassé en deux. Le mosasaure, tu as encore du mal à y croire, nage sous ton bateau pendant un certain temps et remonte ensuite à la surface. Ton guide répond à la question que tu te poses. Les mosasaures ont besoin d'air, c'est pourquoi ils remontent régulièrement pour en prendre. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent les eaux côtières peu profondes. La créature revient. Cette fois, tu as de la chance de voir ses mâchoires. Chacune est remplie de 2 rangées supplémentaires de dents triangulaires. Derrière elle, tu vois sa langue et... Attends, elle est vraiment fourchue? Dans l'ensemble, la bouche de la créature ressemble à celle d'un serpent, y compris les dents. Elles sont également recourbées vers l'arrière pour ne pas laisser les proies s'échapper. Ton guide choisit ce moment pour commencer à te parler de cette créature si géniale.
Les mosasaures ont évolué il y a environ 100 millions d'années, mais 34 millions d'années plus tard, quelque chose a mal tourné, mais ils n'ont pas disparu comme c'est arrivé dans ton monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nos océans sont très différents des tiens. Les poissons et les mammifères de nos océans ont développé des caractéristiques particulières qui leur permettent d'éviter les mosasaures. De plus, grâce à ce reptile, nous avons une bien plus grande diversité d'espèces marines. Tu remarques que ton mosasaure se précipite vers la gauche. Quand il revient, il y a quelque chose qui ressemble étrangement à un oiseau dans sa mâchoire. En voyant ta tête pleine de surprises, le guide explique que les mosasaures mangent à peu près de tout, des poissons aux mollusques, en passant par les oiseaux de mer jusqu'aux tortues. Soudain, ton guide crie et te fait très peur. Voilà, là, tu le vois ? Honnêtement, au début, tu ne vois rien, mais après quelques efforts, tu aperçois deux énormes ombres qui tournent en rond. Ton guide déborde d'excitation. Tu ne peux pas imaginer la chance que nous avons. Je fais ce travail depuis 15 ans, mais je n'ai jamais vu un mosasaure se battre avec un mégalodon. Pendant un instant, ton esprit cesse de fonctionner. Est-ce qu'il vient de dire qu'il y a des mégalodons dans son monde ? Et puis tu le vois, un animal géant s'approche. Il mesure près de 18 mètres de long, plus grand que le requin-baleine, le plus grand de toutes les espèces de requins de ton monde. Ton guide se met à bafouiller. Ces deux créatures sont des super prédateurs. Les mosasaures sont généralement un peu plus petits que les mégalodons, mais celui-ci est énorme. Au fur et à mesure que les monstres marins se rapprochent, on arrive à mieux voir le mégalodon. Ses mâchoires peuvent s'ouvrir sur près de 3 mètres et sont parsemées de 5 rangées de dents pointues et aiguisées. Elles sont faites de telle sorte qu'elles ne cassent pas, même après avoir touché un os. Le mégalodon est un chasseur à l'affût, poursuit ton guide. Il a probablement voulu prendre le mosasaure par surprise en l'attaquant par en dessous, mais cette tentative a échoué. Maintenant, les prédateurs tournent en rond. Ils veulent probablement se mesurer l'un à l'autre. Ils ont l'air plutôt en colère et affamés. Le mosasaure essaie de se rapprocher de la queue ou des ailerons du requin. La créature comprend qu'il n'y a aucune chance qu'elle puisse mordre à travers les flancs épais du mégalodon. Alors, le requin choisit une autre tactique. Il vise la longue section médiane du mosasaure. Les créatures commencent à tourner en rond plus rapidement, se rapprochant l'une de l'autre. Le mosasaure change constamment de rythme, passant de mouvements lents, presque paresseux, à des accélérations nerveuses dès qu'il voit le mégalodon s'approcher. Le requin nage de façon régulière et observe son adversaire avec ses yeux noirs et perçants. Tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'il est assez évident de deviner quel animal va l'emporter. Les mâchoires du mosasaure sont adaptées aux petites proies, comme les poissons, mais elles ne pourraient pas s'ouvrir assez largement pour mordre le mégalodon. Car même si les deux créatures sont de la même longueur, le corps du mégalodon est beaucoup plus gros. Ses mâchoires sont également plus puissantes, conçues pour attaquer des baleines et autres grands animaux marins. De plus, le corps du mosasaure n'est pas bon pour nager à grande vitesse. Cela donne au requin un autre avantage. En un clin d'œil, le mégalodon se tord et se rue sur le mosasaure. Sa manœuvre consiste à ne pas laisser l'ennemi prendre le dessus en frappant par en dessous. Ces deux puissantes créatures s'affrontent. Tu vois le mosasaure essayer de s'écarter du chemin du mégalodon, mais en vain. Tu serres les poings, tu envoies en silence ton soutien au mosasaure. Et puis après une grosse secousse, tu te retrouves par terre. « Allez, allez, allez !» crie ton guide au capitaine. Il s'avère que les animaux étaient tellement absorbés par leur combat qu'ils n'ont pas vu le navire et se sont écrasés dessus. Maintenant, il est vital de s'éloigner le plus possible d'eux. Si ces énormes créatures décident que le vaisseau est leur ennemi commun, elles peuvent coopérer pour l'attaquer. Heureusement pour toi, les bêtes ne se rendent pas compte que la chose avec laquelle elles sont entrées en collision est en fait un récipient contenant de la nourriture. Le bateau s'éloigne de plus en plus et tu ne sauras jamais vraiment l'issue de la bataille. Trop tôt à ton goût, tu atteins le rivage. Le guide qui a encore l'air tout étourdi te ramène jusqu'au portail. Toi aussi, tu es impressionné. Tu le remercies et passes le voile brillant. Tu t'accroches à une dent de mosasaure que tu as dans ta main. C'est un cadeau du capitaine, le seul rappel du monde incroyable où les mosasaures parcourent encore les océans. Quel souvenir! Bienvenue à Evercity. Cette mégalopole est construite à l'intérieur d'une montagne relativement jeune. L'Everest n'a qu'environ 55 millions d'années, mais c'est déjà la plus haute montagne du monde, 9000 mètres. Imagine la Statue de la Liberté. Imagine maintenant qu'elle a 83 frères et sœurs jumeaux, et qu'ils se tiennent tous les uns au-dessus des autres.
À l'époque, pour y parvenir, il fallait passer de sérieux tests de conditionnement physique, s'entraîner pendant des mois, être en parfaite santé et dépenser beaucoup d'argent. Oh, et surtout, être un peu fou. Maintenant que le mont Everest a été transformé en ville, tu n'as plus besoin de tout ça, excepté de l'argent, car les appartements ici ne sont pas vraiment donnés. Il est facile de se déplacer dans Evercity. En fait, la ville est constituée de 6 cercles. Ça ressemble à un doigt avec 6 anneaux. Le cercle le plus bas et le plus grand est la zone résidentielle. Les plus hauts et les plus petits, vers le haut, sont ceux où vivent les gens les plus riches. En dessous, il y a le cercle de la méditation, puis un cercle pour les hôtels et 2 cercles de pur divertissement. Evercity n'est pas construite comme une ville ordinaire. Tu n'y trouveras pas de grandes maisons ou d'autoroutes à 6 voies. Presque tous les bâtiments sont construits à l'intérieur de la montagne. Au début, les gens construisaient des maisons ordinaires, mais les vents glacés et les avalanches les détruisaient sans cesse. Alors les ingénieurs ont décidé de bâtir des maisons à l'intérieur de la montagne. Celles-ci sont reliées par des tunnels souterrains. Depuis l'intérieur, la montagne ressemble à un système de labyrinthe. L'entrée d'Evercity est située au pied de la montagne. Chaque jour, des centaines de milliers de voitures entrent et sortent de la ville. Il n'y a pas d'usine ou de centrale électrique dans la cité. L'électricité, le gaz, la nourriture, tout vient du monde extérieur. C'est pourquoi tout ce qui se trouve à Evercity est si cher. Les gens veulent garder la montagne couverte de neige, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'usine et autres. Il n'y a presque pas de chauffage dans les maisons. Les gens vivent ici comme ils le font dans des hôtels de glace. Mais il est inutile de se promener en portant un tas de couches. Les designers ont créé des pantalons, des chaussettes et des t-shirts thermiques spéciaux qui se glissent sous tes vêtements habituels. Tout cela, plus un jean et un t-shirt, suffit à te garder bien au chaud. Pour maintenir la fraîcheur de ton visage, ils ont mis au point une crème spéciale. Elle réchauffe et hydrate ta peau et elle a un indice de protection de 100, ce qui correspond à peu près à ce dont tu aurais besoin si tu aimais te promener au sommet de l'Everest. Envie de t'arrêter dans un café puis de prendre un cheeseburger double bacon et peut-être une part de gâteau au fromage? Cela te coûtera environ 500 $. Un billet de cinéma revient au moins à 100 $ et Internet est si cher que tu devrais payer environ 1 $ juste pour regarder cette vidéo. Malgré tout, de plus en plus de gens s'installent à Evercity chaque année. C'est paisible et calme, on se sent en harmonie et en unité avec la nature. Il y a aussi un centre de méditation mondialement connu, situé sur son propre cercle spécial. Des gens du monde entier viennent ici pour rétablir l'harmonie entre leur corps et leur esprit. Mais le plus grand avantage est que tu peux visiter le sommet quand tu veux, comme si c'était ta promenade quotidienne dans le parc. Avant Evercity, il était extrêmement dangereux de conquérir cette montagne. Il y a là-haut 3 fois moins d'oxygène que dans n'importe quelle autre ville. Or, si ton corps ne reçoit pas assez d'oxygène, tu peux avoir de gros problèmes. Les alpinistes avaient l'habitude d'emporter des bouteilles d'oxygène avec eux, ce qui les ralentissait et rendait tout plus compliqué. Il est difficile de se dégager d'une avalanche avec d'énormes bouteilles métalliques sur le dos. Les vents forts sont aussi un gros problème. Au sommet, le vent peut souffler à 160 km/h. Si tu essaies de prendre une photo en sautant, tu seras propulsé dans le vide. Il fait si froid que des stalactites se forment sur tes cheveux et que ta peau se couvre d'une fine croûte de glace. Et quand tu es là-haut, tu as un super pouvoir très spécial et terrible. Un cri puissant peut provoquer une avalanche. Mais maintenant, tout est facile. Pour atteindre le sommet de l'Everest, il suffit de s'asseoir sur une confortable capsule de motoneige. Elle te protégera du mauvais temps et des avalanches. Si la neige est trop abondante, il te suffira d'allumer un puissant chauffage, d'attendre un peu que la neige fonde et de poursuivre ton voyage. Des bouteilles d'oxygène à l'intérieur de la cabine te permettront de respirer normalement. La nouvelle route qui mène au sommet est bien éclairée et il y a des panneaux partout, donc tu ne te perdras jamais. Le seul problème est le trafic. Chaque jour, des milliers de personnes veulent visiter le point le plus élevé de la planète. Il se peut que tu doives faire la queue pendant plusieurs heures. Mais ne t'inquiète pas, toutes les capsules Evercity sont équipées de l'internet haut débit, d'un écran 8K et de consoles de jeu. Et si tu as faim, tu peux toujours commander de la nourriture livrée par la toute dernière IA Robot Mobile des Neiges. Tu es arrivé, alors trouve rapidement une place de parking, laisse ta capsule là et dirige-toi vers la remontée mécanique qui t'emmènera directement au sommet. Il ne te reste plus qu'à mettre un masque à oxygène et à profiter de la vue. Alors que tu es là-haut, tu remarques une publicité qui t'invite à dîner dans le plus haut restaurant du monde, à une trentaine de mètres du sommet. Cela te coûtera environ 10 000 $. C'est tentant, mais tu n'as pas faim.
Sens-toi comme le roi du monde. Viens dîner avec nous au Best Food Everest. La pub est plutôt bonne, mais tu te sens déjà comme le roi du monde. Tu hurles de joie et... Malheureusement, tu ne peux pas rester là-haut pour toujours. Il n'y a pas beaucoup d'espace au sommet, donc il ne te laisse qu'une minute pour profiter de la vue. Mais ce n'est pas grave, tu pourras revenir demain. Il y a 2 façons de redescendre de la montagne. Soit tu prends ta capsule et tu rentres en voiture, soit tu prends un snowboard et tu descends. Mais avant de louer des skis ou un snowboard, il faudra montrer ton permis de conduire de l'Everest. Il indique si tu as passé le test spécial de snowboard et de ski. Tu prends un snowboard et tu dévales une piste éclairée. Tu passes devant des maisons qui se dressent juste au-dessous du sommet. C'est là que vivent les gens les plus riches. Ils peuvent sortir par la porte d'entrée et prendre un ascenseur spécial pour aller au sommet. Il faut être milliardaire pour avoir une de ces maisons, mais il y en a plus de 2000 en ce moment. La moitié appartient à des gens des États-Unis et de Chine. Malheureusement, toi, tu habites beaucoup plus bas dans la montagne. Mais cela a aussi ses avantages. Plus tu vis bas, moins tu paies pour la nourriture, les loisirs et l'électricité. Tu glisses vers le centre de méditation. Un système de ventilation spécial achemine l'air directement du sommet de la montagne avec un peu d'oxygène en plus. Tu inspires l'harmonie pure. Les 6 anneaux d'Evercity ont tous une vue à 360 degrés. Et de là-haut, tout ce que tu peux voir, ce sont de paisibles montagnes enneigées mêlées à des nuages brumeux. Après la méditation, tu te diriges vers les anneaux de divertissement. Il y a de tout. Des cafés, tous les repas imaginables, des spectacles, un bowling, des salles d'arcade et même une patinoire qui se trouve à mi-chemin entre l'intérieur et l'extérieur de la montagne. Il existe différentes salles de sport, mais elles ont toutes une chose en commun, les bains de soleil. Tu t'allonges dans un hamac ou un lit et les rideaux s'écartent au-dessus de ta tête. Le soleil brille à travers les fenêtres scellées et tu reçois une dose complète de la lumière solaire la plus pure sur Terre. Juste 5 minutes et tu es prêt pour le reste de ta journée. Si tu ne veux plus sortir, tu peux rentrer chez toi par les tunnels. Ils ne sont pas sombres et froids si c'est ce que tu crois. Les tunnels d'Evercity ressemblent à des grottes de glace éclairées par des centaines de lumières. On se croirait dans un conte de fées sous la neige. Après une courte marche, tu arrives à ton appartement. Il est compact mais confortable. Pour économiser de l'argent sur l'électricité, tu as choisi de te passer de réfrigérateur. Pas de problème, tu gardes la nourriture dans une petite boîte juste devant ta fenêtre. La neige la conservera au frais. Grâce à un système de chauffage et de filtration, tu obtiens toute l'eau dont tu as besoin à partir des millions de tonnes de neige de l'Everest. C'est l'eau la plus propre du monde. Le soir, tu descends et tu regardes un film. Il y a un cinéma en plein air au pied de la montagne. La nuit, une énorme machine projette des films directement sur la surface enneigée de la montagne. Tu regardes le film dans des capsules, soit seul, soit en groupe. Un peu comme un drive-in. Quelle expérience! Visitez Evercity à tout moment de l'année.